On va s'intéresser au deuxième thème qui est abordé dans ce colloque, c'est-à-dire le lien entre forêt et société, autour de 5 présentations et d'un premier propos introductif qui va être mené par Anne Stenger, qui est directrice de recherche à l'INRAE, autour des services écosystémiques de la forêt. Bonjour, donc dans le cadre de ces journées portant sur l'arbre, bois, forêt et société, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui des services écosystémiques de la forêt. Quelle place pour l'économie en plus de la valorisation? Alors, 2 raisons à ce choix de questionnement. D'abord, le concept de service écosystémique est nouveau dans la littérature scientifique, pas seulement en économie, alors que c'est un concept qui recouvre des réalités et des faits qui caractérisent les forêts depuis toujours. Et la deuxième raison tient au fait que les services écosystémiques, mais pas seulement, les biens et services environnementaux en général, propres à la forêt ou à d'autres écosystèmes, font l'objet de recherches en économie de l'environnement sur un mode exponentiel, principalement par la mise en œuvre, l'implémentation de méthodes d'évaluation, d'ailleurs de plus en plus sophistiquées, au point que les services écosystémiques sont souvent associés à cette problématique de valorisation. Donc derrière cette question, finalement, c'est celle du rôle de l'économiste et de ses apports à la réflexion de la valorisation des services. Alors, je souhaiterais dans un premier temps repositionner la forêt au sein de la société et rappeler des choses que nous connaissons tous, mais la forêt n'intéresse pas que les économistes. Elle entretient des relations riches, intarissables avec l'ensemble des hommes, dans tous les domaines d'ailleurs. Et si la forêt sans les hommes est une option viable, même si on tend aujourd'hui à recréer des zones de forêt protégées partout dans le monde en raison de la déforestation, en raison d'usages d'origine humaine et de menaces qui ont été déployées partout dans le monde, l'option pas d'hommes sans forêt, elle, n'est pas une option possible dans la mesure où la forêt répond à des attentes, des besoins, des demandes, des services variés et qui sont en fait essentiels à notre survie. Là, pour compléter un peu ces enjeux autour de la forêt, on sait tous que la forêt impacte notre santé mentale et physique. On le sait d'autant plus aujourd'hui avec cette crise que nous traversons. Et même s'il y a des divergences entre les continents sur les bénéfices que l'on peut tirer de la forêt, on sait qu'elle joue sur notre stress, notre système immunitaire, etc. Et que ce sont des bénéfices que l'on peut quantifier de manière économique. La forêt impacte aussi l'activité économique puisqu'elle est au cœur de nombreux marchés, les marchés du bois, bois d'industrie, bois d'œuvre, bois d'énergie. Ces marchés sont à dynamique différente, sont dépendants de déterminants de long terme comme de court terme. Par exemple, la prise de conscience environnementale des individus et de la société comme déterminants de long terme, des déterminants de court terme comme le prix des ressources fossiles qui jouent donc, qui impactent ces marchés. Et puis la forêt est au cœur de la transition écologique puisqu'elle est au cœur des préoccupations climatiques, du stockage du carbone ou du stockage de la biodiversité. Alors, quelle place pour l'économiste? Eh bien, on sait que l'homme façonne la forêt depuis toujours et que la sylviculture donc, répond à l'appellation d'activité économique puisqu'elle implique l'utilisation de la terre, de la main-d'œuvre et du capital pour produire des biens et des services à partir des forêts, le bois par conséquent, dont je viens de parler. Mais la valeur économique des forêts ne se limite pas à la production de bois puisqu'elles fournissent tout un tas d'autres services et qu'il convient de valoriser. On va comprendre rapidement pourquoi. Alors, tout d'abord, une petite parenthèse sur ce qu'on appelle des services écosystémiques. C'est un concept complexe. C'est un concept complexe qui, en fait, existe, qui repose sur une idée très ancienne, le fait que la société bénéficie de l'environnement ou de la nature, mais le concept de service écosystémique est moderne dans la mesure où il est apparu dans les années 70, d'abord sous l'appellation de services environnementaux.
ensuite rebaptisé sous service écosystémique, et principalement avec des travaux d'économistes, dont celui de Costanza, qui a pris de l'ampleur à partir de 1997 et qui a essayé d'évaluer la dépendance de la société vis-à-vis de la nature. Alors la complexité de ce concept repose aussi en fait sur la complexité du fonctionnement des écosystèmes, qui est due à un manque de connaissances parfois sur les relations biophysiques entre les services écosystémiques, mais aussi un manque de connaissances sur les impacts à long terme des activités humaines et un manque de connaissances sur la façon dont ces écosystèmes vont être utilisés à long terme et dans le futur. Ce sont des biens en économie que l'on qualifie de biens publics ou de ressources communes, parce qu'il y a pour la plupart d'entre eux une absence de rivalité dans la consommation et une absence d'exclusion dans la consommation. Et de ce fait, ils n'ont pas de marché, donc pas de référence de prix. Néanmoins, ils contribuent à l'ensemble de la société, ils contribuent au bien-être des individus. Donc il y a une nécessité de revenir vers l'ensemble de ces acteurs, de ces citoyens, avec une prise de conscience des conséquences de leurs actes sur les services environnementaux et la nécessité de les valoriser pour mieux impliquer à la fois la société, mais aussi les décideurs qui seront mieux outillés pour arbitrer et décider, puisqu'on ne peut protéger finalement que ceux pour lesquels on dispose de la valeur. Alors, les services écosystémiques en économie posent donc la question de la valorisation. C'est une question qui apparaît comme étant centrale, d'autant plus pour la forêt, puisqu'on est face à des services écosystémiques nombreux qui jouent, pour la plupart d'entre eux, un rôle fort sur la production de bois. C'est ce qu'on appelle l'aspect multifonctionnel de la forêt, et qui sont des facteurs clés dans le changement climatique. Alors, si on ne valorisait pas ces services, si on ne leur donnait pas une valeur, on aurait une participation quelque part sous-estimée de ces services au bien-être des propriétaires forestiers, mais aussi des citoyens. Et puis, on n'éviterait peut-être pas suffisamment la surexploitation du bois, parce que, comme je l'ai dit, il y a des impacts sur la gestion de la forêt et de la production du bois. Alors, on a constaté une recherche exponentielle sur l'exercice de valorisation de ces services dans la littérature. Vous voyez sur cette figure une augmentation importante des publications scientifiques entre 1980 et 2016, près de 900 publications portant sur le thème des services écosystémiques principalement. Alors, il y a eu des enrichissements grâce à ces exercices d'évaluation. Il y a eu ces dernières années des enrichissements de la valeur à travers la prise en compte de deux dimensions. La dimension spatiale, tout d'abord. Alors, cette dimension, elle a déjà été appréhendée en économie forestière. On parle de gestion multifonctionnelle. On se pose la question de la prise en compte d'un ensemble de services sur une même parcelle, d'une gestion uniforme ou d'une gestion dite plus spécialisée par type de service. On parle aussi d'interaction entre ces services, de production jointe. On est bien conscient qu'on produit en même temps un bouquet de services écosystémiques. Et puis, on se pose la question de la gestion de plusieurs parcelles, de l'interaction entre ces parcelles, de l'impact que cette interaction peut avoir sur les âges de récolte. Alors, pour l'évaluation, la dimension spatiale est importante d'un point de vue écologique lorsqu'on se pose la question des corridors de biodiversité, des trames vertes, d'un point de vue écologique aussi lorsqu'on se pose la question de la mesure de ces services écosystémiques, et puis d'un point de vue socio-économique lorsqu'on a à prendre en compte la variété des gestions, la variété des gestionnaires, la façon de faire et la variété des préférences des individus concernés par la forêt. Et cette dimension spatiale fait qu'en tant qu'économiste, on utilise de nouveaux outils, on a de nouveaux produits, on a de nouvelles collaborations pluridisciplinaires, puisqu'on peut produire des cartes de ce type, ici une carte relative à la récréation, la valeur de la récréation en forêt dans l'est de la France. Et les conséquences de cette nouvelle dimension de la valeur font que, on réduit ce qu'on appelle les asymétries d'information entre acteurs. On a une meilleure connaissance des hétérogénéités, des préférences, des forêts, et du coup, on peut mieux cibler les actions, prioriser les actions et les programmes.
Alors, il y a eu un autre type d'enrichissement de la valeur, c'est la prise en compte de la dimension temporelle. Là encore, ce n'est pas nouveau en économie forestière. Hein. D'autres économistes, par le passé, se sont posé la question du temps et de l'âge de révolution optimale. Mais dans la valorisation des services écosystémiques, on sait que eh bien, sur une longue période, ces services peuvent varier en quantité et en qualité, en fonction de nos usages en particulier. Et puis, ces services sont impactés par le changement climatique. Donc, il faut tenir compte des conséquences à long terme sur le bien-être et sur les valeurs de ce passage du temps. Avec toutes les difficultés que l'on a en termes de projection dans le temps, de rédaction de scénarios, de choix du taux d'actualisation, et puis de la difficulté que l'on a face aux individus qui préfèrent toujours le présent face au futur. Alors, ces enrichissements et la prise en compte de ces dimensions spatiales et temporelles dans la valorisation permettent d'aboutir finalement à des valeurs beaucoup plus précises et de mettre en place des programmes mieux ciblés, encore une fois en tenant compte de l'hétérogénéité des individus, des forêts, des services, en tenant compte du long terme versus le court terme, mais aussi des aspects d'incertitude et de risque. Eh bien, les mesures de politique tendent à être affinées et finalement, on arrive à mieux cibler et localiser les territoires et les individus auprès desquels on a à implémenter des programmes. Le calendrier est du coup mieux adapté et on peut prendre en compte, par exemple, la durée des efforts consentis à la valorisation de ces services. On peut donc effectuer un arbitrage entre des mesures de type local, global, ciblées ou généralisées, immédiates, reportées dans le temps, etc. Alors, ces valeurs monétaires que l'on obtient par des méthodes, je disais, d'évaluation très sophistiquées sont parfois insuffisantes pour bien guider les actions individuelles. Si on prend l'exemple des paiements pour services environnementaux, on peut parfois aboutir à de mauvaises estimations, des estimations incomplètes. On ne prendrait pas en compte les coûts d'opportunité qui sont liés à la mise en œuvre d'actions particulières de conservation ou de restauration d'un service et qu'on demanderait d'effectuer un certain nombre de propriétaires forestiers, par exemple. Et puis, ces valeurs monétaires sont parfois à l'origine de biais. Alors je vais en donner deux ici. On constate souvent la mise en évidence de biais d'éviction, d'effets d'éviction, crowding out effect dans la littérature, où finalement l'individu peut être détourné de sa motivation intrinsèque à faire lorsqu'on lui propose un paiement monétaire. Et puis, un autre type de biais qui est rationnel en économie, hein, c'est qu'on ne déploie un effort de conservation ou de restauration d'un service que le temps du paiement. Et lorsque ce paiement s'arrête, lorsque le contrat est stoppé, eh bien, on peut constater parfois qu'il peut y avoir même une aggravation, une détérioration des services plus importante que le contrat initialement, que lorsque le contrat avait été initialement implémenté. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces valeurs monétaires sont parfois, et les paiements pour services écosystémiques qui sont ancrés, le sont parfois trop sur des critères environnementaux. Alors, si je prends les conditions de mise en place de paiement pour services environnementaux, bien évidemment, ce sont des contrats qui sont passés avec des propriétaires et qui se font de manière volontaire. Il s'agit également d'identifier dans ces conditions, de bien identifier les services écosystémiques ou le bouquet de services écosystémiques. Mais lorsqu'on s'intéresse aux critères d'additionnalité et de conditionnalité, la conditionnalité, signifie que c'est un paiement qui n'est versé finalement que si l'on observe le bienfait environnemental, hein, si on observe des résultats. Donc, il y a un contrôle derrière ou des résultats ou des pratiques.
Et l'additionnalité signifie que les paiements doivent améliorer l'évolution de l'écosystème par rapport à un scénario sans intervention, qu'on appelle souvent un scénario de référence. Donc, ce sont des critères qui restent majoritairement de type environnemental. Donc, tout ça pour dire que les valeurs monétaires sont parfois insuffisantes et qu'il y a une nécessité de les combiner avec d'autres types d'incitations. Ça veut dire qu'il faut intégrer parfois à la place des incitations monétaires ou à leur côté des incitations que l'on appelle non monétaires et qui sont plutôt utilisées en économie comportementale, qui est en fait un pan de l'économie qui fait appel à la psychologie et aux neurosciences pour expliquer que les préférences individuelles ne sont pas seulement monétaires. On ne déclenche pas des actes de préservation, de conservation des services écosystémiques seulement par les paiements, parce que les individus ne sont pas toujours rationnels. Et donc, il faut tenir compte d'autres facteurs d'origine comportementale, comme par exemple l'influence des normes sociales, qui sont des règles de conduite immanentes dans la société, hein, et qui tiennent compte de mécanismes d'interaction sociale qui induisent des comportements qui vont au-delà de la simple recherche de l'intérêt individuel. On peut aussi se baser sur les interactions de groupe, hein, ce qu'on appelle les interactions sociales, qui peuvent être de divers ordres, donc compter sur les effets de pair, où on se compare aux autres pour agir, compter sur la présence de leaders, sur des effets de contagion, l'appartenance à un groupe. Et puis, il s'agit de mieux comprendre les enjeux, de faire comprendre les enjeux à ceux à qui on demande des efforts, donc de donner des informations sur les effets d'un programme de conservation, de donner confiance dans les institutions qui portent les programmes de conservation, et puis de bien comprendre et d'intégrer les attitudes que peuvent avoir les offreurs vis-à-vis d'un programme de conservation, de comprendre leur implication, leurs avis, leurs opinions et leur capacité à s'engager et à répondre. Alors, c'est ce que nous nous proposons de faire dans un projet européen, dans le projet européen Nobel, qui est en fait un projet collaboratif qui analyse ces mécanismes de financement public et privé pour améliorer la fourniture des services forestiers en Europe, qui se propose aussi de développer de nouveaux mécanismes marchands, qui se propose de préparer des stratégies pour les décideurs politiques pour mettre en œuvre de nouveaux mécanismes et promouvoir la fourniture de ces services écosystémiques. Alors, je vais passer sur les études de cas, sur la précision de l'étude de cas en France, et je vais passer à un autre mécanisme incitatif qui est en fait basé sur un mécanisme d'enchère et plus précisément sur les enchères que l'on appelle inversées. Alors, l'enchère inversée, elle est aussi connue sous le nom d'enchère d'approvisionnement. Et en fait, elle signifie que le rôle des acheteurs et des vendeurs, ces rôles-là sont inversés. En particulier, il y aura la plupart du temps un acheteur et plusieurs vendeurs. Et dans une enchère inversée, les vendeurs sont en concurrence pour obtenir un contrat, une affaire, de la part des acheteurs. Et ce qui fait que la plupart du temps, on observe une baisse des prix, car les vendeurs font de la sous-enchère. Et c'est bien là le problème, c'est de trouver en fait de trouver en fait un système de mise en marché efficace. Alors, ce que l'on se propose de faire dans ce contrat, c'est de combiner ce mécanisme d'enchère en tenant compte de la dimension spatiale et de l'économie comportementale à travers deux aspects, en essayant de jouer sur le fait que ces vendeurs pourront peut-être mieux vendre les services écosystémiques en faisant des offres jointes, donc en jouant sur la notion de réseau d'acteurs, sur l'agglomération et la coordination spatiale de ces acteurs, et puis en testant d'une manière expérimentale plusieurs types d'informations
de manière à pouvoir améliorer ces mécanismes d'enchères, par exemple donner des informations sur les autres décisions d'enchères à plusieurs tours, sur le score coût-efficacité, sur l'offre gagnante dans les enchères à tours multiples, etc. Alors, la valeur monétaire reste une question importante en économie. On a vu que la valorisation pouvait révéler plusieurs besoins au cours du temps. On a pu enrichir les exercices d'évaluation en tenant compte des dimensions spatiales et temporelles. Néanmoins, on s'est rendu compte aussi au cours des applications dans le monde entier, à travers justement les paiements pour services écosystémiques, que les incitations monétaires n'étaient pas le seul moyen d'inciter pour conserver, protéger ou restaurer les services écosystémiques. L'économiste peut intégrer d'autres formes d'incitation et de valorisation de ces services en faisant appel à l'économie comportementale et à d'autres formes d'incitation, non monétaires en l'occurrence, et en testant l'impact de ces incitations de manière expérimentale en laboratoire. Mais on sait aussi que l'exercice de valorisation, c'est un exercice qui ne fait pas appel qu'à l'économie. Ce sont souvent des projets interdisciplinaires. On a besoin de connaître la nature du service, d'utiliser des indicateurs écologiques à différentes échelles. Et donc, le projet Nobel vient illustrer cet aspect interdisciplinaire de la valorisation. Et enfin, il y a encore de nombreuses questions à approfondir quand on parle de valorisation des services écosystémiques. En effet, on est devant la question de la structure et de la dynamique des incitations. Quelles incitations, à quel moment, comment les rendre plus efficaces, pas seulement du point de vue de la participation des propriétaires forestiers, des gestionnaires, des exploitants, mais aussi d'un point de vue écologique. Donc, il s'agit en fait de rendre ces incitations beaucoup plus flexibles dans le temps, en fonction des résultats, et dans l'espace, en fonction de critères plus écologiques, par exemple. Voilà, donc je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Anne, pour votre présentation, très claire. On va maintenant enchaîner avec un deuxième propos introductif qui sera mené par Claude Garcia. Claude Garcia est chercheur au CIRAD et à l'École polytechnique fédérale de Zurich. Bonjour à tous. Je voulais commencer par cette image que vous avez à l'écran. On sait tous que c'est Notre-Dame en flammes. Je voulais commencer avec cette image parce que d'abord elle est belle. Ensuite parce qu'elle est terrifiante. Et ensuite parce qu'elle marque pour moi en fait un tournant, une prise de conscience. La valeur symbolique de cette image, pour moi, est très forte, parce que c'est en 2019, il me semble, que nous avons collectivement atteint un point de bascule sur la prise de conscience sur notre situation au niveau planétaire. Paris brûlait, Notre-Dame brûlait, les forêts du monde brûlaient cette année-là. Et c'est de ça dont je veux vous parler. Je vais nous poser des questions. Pourquoi est-ce que Paris a brûlé ? Mais je pourrais aussi vous parler de la même façon et poser les mêmes questions si je voulais discuter d'autres choses que la transition forestière planétaire. Je pourrais par exemple parler des problèmes de la biodiversité. Je pourrais parler des problèmes du travail des enfants. Je pourrais parler de la même façon des problèmes de pollution de plastique ou de la pauvreté. En clair, je vais parler d'arbres et de forêts, mais nous avons surtout affaire à un problème systémique. Et la façon dont nous allons aborder la question des arbres et des forêts peut nous aider aussi à adresser tous ces autres problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui. Je vous commence par aller faire un détour pour voir comment ça se passe ailleurs, parce qu'en 2019, l'Amazonie était en feu pendant l'été 2019. On a tous en tête les images et la passe d'armes entre Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro au sujet de ce qui se passait là-bas. J'y étais il n'y a pas très longtemps, en 2018, dans l'état du Pará, donc en Amazonie. Et en Amazonie, j'ai pris cette photo. Alors ça ne correspond pas du tout à ce que moi, je pensais être l'Amazonie quand j'avais 18 ans et que je me suis lancé dans des études en écologie. Je voulais sauver la forêt, je voulais sauver la forêt tropicale, je voulais sauver l'Amazonie.
et voici ce que j'ai vu en 2018. Alors, ce que vous voyez là, ce sont en une seule photo l'ensemble des moteurs qui expliquent pourquoi il y a de la déforestation sur la planète. C'est d'abord et surtout l'agriculture. Ici, ce sont des champs de soja, mais si j'avais pris une photo en Afrique, j'aurais pu, par exemple, montrer de l'agriculture familiale, ou si j'étais allé en Asie du Sud-Est, peut-être des grandes plantations, soit de VA, soit d'huile de palme. Mais l'agriculture est le principal moteur de la déforestation dans le monde. Le deuxième moteur de la déforestation, c'est, vous le voyez ici, la route, les chemins, vous voyez au fond des silos, c'est le développement des infrastructures, routes, villes, mines, tout ce que nous construisons et qui empiètent sur l'empreinte forestière et rendent possible ou profitable ou raisonnable l'agriculture à ces endroits-là. Voilà, deux grands moteurs, c'est tout. Alors, il y a un moteur qui n'est pas de la déforestation, mais la dégradation forestière, c'est l'exploitation du bois. L'exploitation du bois pour la construction, pour l'ameublement ou tout simplement aussi pour l'énergie, pour les pellets ou pour le charbon. Avec ces trois grands moteurs-là, nous avons compris exactement, et ce depuis plus de 20 ans, pourquoi il y a de la déforestation sur la planète. Il y a de l'agriculture, du développement des infrastructures et de l'extraction de bois. Alors ça paraît simple en fait quand c'est dit comme ça, et comme je vous le dis, c'est un savoir que nous avons depuis plus de 20 ans. Et malgré tout, il semble que nous sommes incapables d'inverser la tendance. Cet article a été publié par Mongabé en 2019, qui prenait acte de 10 années d'échecs dans la lutte contre la déforestation. Une multitude d'initiatives ont été lancées. Il y a eu des avancées technologiques avec, par exemple, un accès très facile à de l'image satellite de très bonne qualité, ce qui nous permet de mieux suivre ce qui se passe. Donc, il y avait beaucoup d'espoir. Et malgré ça, on n'a pas réussi. Et là, je ne vous parle pas seulement d'initiatives menées par des ONG, je vous parle d'annonces publiques réalisées par soit des grands groupes comme ici, Nestlé ou Procter & Gamble, qui avaient annoncé vouloir enlever la déforestation de leur chaîne de valeur. Ils ont échoué. Je vous parle des gouvernements de la planète, je vous parle des gouvernements du G7 ou du G20, je vous parle des institutions les plus puissantes sur la planète qui ont pris des engagements pendant ces 20 dernières années pour réduire la déforestation, sauver les forêts, préserver la biodiversité, et nous avons échoué, tous collectivement, à atteindre ces objectifs-là. C'est ça la question que je veux qu'on se pose ensemble. Ce petit dessin, il a été fait en 2007. Je l'utilise avec la permission de l'auteur. Déjà, à l'époque, il faisait sourire. Voilà, les scientifiques qui, d'un côté, amènent des données sur la table et qui disent « on va dans le mur », et en face, des politiques avec des sources de financement qui disent « est-ce que vous pouvez reformuler ça de façon à ce que personne ne comprenne bien ?» Ça faisait sourire en 2007, ça fait encore sourire aujourd'hui. C'est la situation que beaucoup d'entre nous reconnaissons, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors, comment est-ce qu'on fait pour comprendre ça? Comment expliquer que tout le monde a échoué jusqu'ici à arrêter la déforestation? C'est ça la question qui est importante. Et vous ne pouvez pas imaginer comment le simple fait de poser cette question est difficile. Combien d'entre nos collègues, nos partenaires sont tristes, affligés, furieux, que l'on ose même dire que nous sommes en train d'échouer, alors que toute l'évidence le pointe. En fait, la réponse à cette question, on ne va pas la trouver sur les images satellites. On ne va pas la trouver sur les bilans comptables des entreprises. On ne va même pas la trouver sur les textes de loi des pays dans lesquels la déforestation est un problème. La réponse à cette question, pourquoi est-ce que nous avons échoué, il va falloir aller la chercher dans l'esprit des décideurs. Et alors des décideurs, je ne parle pas seulement des politiques ou de ceux qui siègent aux grandes conférences internationales. Je parle de tous ceux qui prennent des décisions qui vont avoir un impact sur la biosphère, sur la forêt, sur la biodiversité. Autrement dit, comment est-ce que nous, humains, prenons des décisions? Il faut aller se regarder à l'intérieur. Je vous propose de vous tendre un miroir pour vous aider à vous regarder vous-même. Alors pour ça, il va nous falloir quelques outils conceptuels. Je vous propose d'abord tout simplement d'imaginer voilà, un axe, une dimension qui représenterait l'état de la nature qui nous intéresse. Ça peut être, moi je suis forestier, ça peut être
par exemple la couverture forestière. Ça pourrait être autre chose. Et chaque fois que je prends une décision, eh bien, cette décision, elle va avoir un impact neutre, historien, ou alors elle va faciliter, augmenter la couverture forestière, restaurer les arbres, sauver la biodiversité, ou au contraire, avoir un impact négatif, si je coupe des arbres ou si je défriche. Quelles que soient les décisions que je prenne, elles vont avoir un impact sur cette dimension-là. Jusque-là, c'est très simple. Maintenant, on va compliquer les choses et on va mettre une deuxième dimension. Bon, ça peut être une autre dimension qui m'intéresse. Par exemple, quelque chose pour la société. Alors, si ces dimensions vous paraissent très abstraites, nature, société, je peux prendre des exemples plus concrets. Deux des objectifs du millénaire. Le SDG 1, qui est la fin de la pauvreté, et le SDG 15, qui est justement la vie sur Terre. Voilà, je peux représenter ces deux dimensions-là. Je ne dis pas qu'elles s'excluent mutuellement, mais ce ne sont pas les mêmes dimensions. Et bien là, on commence à avoir 4 cadrans. Et chaque décision que je vais prendre au cours de ma vie va à chaque fois s'enregistrer dans cette dimension-là. Alors, regardez le cadran 1, parce que je pourrais argumenter que, en gros, depuis la fin de l'âge glaciaire, l'humanité vit dans ce cadran-là. Nous développons, nous sommes plus nombreux, nous vivons mieux, nous vivons plus longtemps. Donc la société semble gagner. Et sur la dimension qui m'intéresse, la déforestation, la forêt, elle, est en recul. Donc depuis 5000 ans, l'humanité vit dans le cadran 1. Le cadran 4, c'est un exemple que l'on connaît, c'est la nature qui reprend ses droits au détriment des sociétés humaines. Un exemple très récent, enfin très flagrant, c'est ce qui s'est passé à Tchernobyl. Personne ne veut explorer ces scénarios. Pourtant, la forêt la forêt a vraiment repris ses droits. Vous avez vu les reportages récemment sur les loups et la reconstitution des écosystèmes à Tchernobyl, une fois les humains se sont retirés de l'espace. Donc, le cadran 4 existe conceptuellement, il y en a des exemples tangibles. Certains observateurs n'ont pas hésité à penser que le premier confinement, suite à la situation sanitaire de Covid-19, correspond aussi, d'une certaine façon, à ce cadran 4. Nous étions tous cloîtrés chez nous et, pour la première fois, l'empreinte écologique de la planète a réduit. Alors, vous savez, d'habitude, c'est la date à laquelle on décide, on estime qu'on commence à manger sur le capital naturel. C'est la première fois où ça recule dans le temps. Donc voilà, ces 4 dimensions, ces 4 cadrans existent. On vit dans la société 1, on connaît des exemples d'eux. Le 3, c'est vraiment pas un endroit où on veut aller parce que tout sera perdant. Et la question, c'est est-ce qu'il est possible de développer des scénarios où nous explorons le cadran 2, où nous développons, nous fleurissons en même temps que la nature se régénère. Bien maintenant que nous avons posé ce cadre-là, je vais vous inviter à faire un voyage, à prendre un chemin, et vous allez devoir prendre des bifurcations et prendre des décisions. Et c'est le chemin que prend tout décideur à l'heure d'imaginer son impact sur la biosphère et dans les dimensions que je vous ai présentées. Alors la première question, quand on part dans ce voyage, c'est un voyage d'introspection, la première question c'est est-ce que j'ai entendu parler du problème ? Parce que si vous n'avez pas entendu parler du problème de la déforestation de la biodiversité, il n'est pas étonnant que vous n'ayez pas un impact positif sur la nature. Si vous dites non, je découvre, c'est quoi ? C'est que vous faisiez partie de la catégorie de ceux qui ne sont pas informés, de ceux qui ne sont pas au courant. Aujourd'hui, il est très difficile sur la planète de ne pas être au courant qu'il y a un problème climatique. Les médias ont fait bien leur travail et de toute façon, on a eu aussi une accumulation d'expériences de première main qui font qu'on a à peu près tous entendu parler qu'il y a un problème avec le climat, qu'il y a un problème avec la biodiversité. Donc la plupart d'entre nous, à cette première bifurcation, on dit non, ouais, ok, d'accord, j'ai entendu parler du problème. On arrive alors à une deuxième fourche. Est-ce que c'est vrai ? Et là, il y a beaucoup de personnes qui, pendant longtemps et encore aujourd'hui, nient la réalité des faits et nient la réalité de l'argumentation que les chercheurs proposent pour expliquer les causes. Non, c'est pas fait de l'homme. Il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui, et notamment dans certaines régions du monde, qui continuent à nier
la réalité du problème climatique, qui continue à nier la réalité de la responsabilité humaine dans l'évolution du climat et de la forêt et de la biodiversité. Si vous avez dit non, c'est pas vrai, non, je n'y crois pas, c'est que vous faites partie du camp de ceux qui nient. En Europe, et surtout justement depuis l'accumulation des évidences scientifiques, le fait que maintenant il y a à peu près conformité dans le discours scientifique et l'accumulation d'évidences, la plupart d'entre nous acceptons la réalité du changement climatique, acceptons la réalité de l'impact humain sur la forêt et la biodiversité. Donc, on répond et on continue le chemin. Et c'est alors qu'on arrive à l'embranchement principal. Parce que la prochaine question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est important pour moi? Et l'immense majorité d'entre nous s'arrête ici et dit non, c'est pas important pour moi. Je suis occupé à faire autre chose. Je suis occupé à faire mon bilan comptable parce que mon entreprise risque de faire faillite. Je suis occupé parce que j'ai mon élection dans 6 mois et je dois me faire réélire pour porter mes idéaux. Je suis occupé parce que mes enfants n'ont rien à bouffer ce soir. Il y a plein de bonnes raisons, certaines plus légitimes que d'autres, pour dire non, c'est pas mon combat. Et la plupart de l'humanité s'arrête à ce camp et est occupée à faire autre chose de plus important. Mais, et notamment depuis 2019, ça a même commencé un peu avant, depuis 2018, et pour certains d'entre nous bien avant, nous sommes certains à dire si, c'est important. C'est suffisamment important pour que je change, c'est suffisamment important pour que je m'y investisse, c'est suffisamment important pour que j'arrête de faire ce que je faisais jusqu'ici et que je repense comment faire les choses autrement. Et pourtant, ceux qui continuent ce chemin-là, ils ont encore une dernière question, une dernière bifurcation. Et celle-là, c'est peut-être la plus douloureuse, c'est est-ce que j'ai le pouvoir de changer les choses? Et alors, c'est ça qui est difficile à entendre, c'est que si je regarde les courbes de la déforestation au niveau planétaire, il faut bien se rendre à l'évidence que jusqu'à présent, personne n'a réussi à ce niveau d'analyse à répondre oui à cette question. Et donc, tous collectivement ensemble, tous ceux qui sommes arrivés jusqu'ici, et nous sommes bien obligés de dire non, en fait, j'ai pas réussi encore à opérer la transition. J'ai pas réussi à la faire faire, à la faire arriver. Et donc, je me range dans le camp des préoccupés, des citoyens qui pensent que c'est important et qui n'ont pas réussi à trouver ou qui n'ont pas les moyens. Et là, avec ça, j'ai enfin la réponse à la question sur le dessin. Je le comprends. Pourquoi avons-nous échoué depuis 20 ans à arrêter la déforestation sur la planète? C'est tout simplement parce que collectivement, nous n'étions pas au courant, nous avons refusé, nous n'y avons pas cru, nous avons estimé que ce n'était pas important ou nous n'avons pas su faire. Collectivement, ça, c'est une explication totale à la question qui se pose là. Quelle est la raison de notre échec collectif? Mais vous voyez que si on prend cette structure, on voit qu'il y a intellectuellement la possibilité d'un 5e type de décideur qui dit oui, je trouve les moyens. Et nous avons décidé d'appeler ces décideurs les architectes. Alors pourquoi avons-nous échoué jusqu'ici à arrêter la déforestation au niveau planétaire? C'est parce que nous n'avons pas assez d'architectes. Et donc, les enjeux sur la déforestation et la façon d'y répondre, parfois, ça va être des questions d'information, mais la bataille de ce côté-là, elle a déjà été livrée et gagnée. Ça va être parfois des enjeux de croyance, ça va être parfois des enjeux de valeur, et ça va être parfois des enjeux de moyens et de stratégie. Et il ne faudra pas se tromper, ne pas parler de moyens à quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs, ne pas parler de valeurs avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes croyances. Aider à voir ceci en tête et voir où est-ce que vous vous placez peut vous aider à avoir des dialogues plus constructifs avec ceux qui cherchent à opérer la transition. Revenons maintenant aux 2 dimensions que je vous présentais d'abord, parce que vous vous rendez compte que ceux qui sont pas informés, ceux qui nient ou ceux qui sont occupés à autre chose ne peuvent faire que explorer le cadre en 1.
ils ne vont pas tomber par hasard sur une solution dans le 2, ils ne la cherchent même pas, ils ne croient même pas qu'elle existe. Si elle existait, s'ils l'avaient, ils la connaîtraient. Personne ne veut détruire la planète consciemment. C'est un moindre mal, au pire. Donc, ces trois types de personnes, de décideurs, ne vont pas arriver à opérer la transition. Ils explorent le cadran 1 où la société se développe au détriment de la nature. Les préoccupés, eux, sont disposés à diminuer, à subir de l'inconfort, sont disposés parfois à ne pas avoir d'enfants pour peu que la nature puisse se régénérer. Et nous avons tous en tête des exemples extrêmes parfois de personnes qui prennent ces positions et qui veulent explorer le cadran 4. Il n'y a que l'architecte qui arrive à trouver et imaginer des scénarios où on peut avoir les deux à la fois. Alors, c'est très bien, mais est-ce que ça fait sens? Est-ce que l'on peut identifier des comportements? Je voudrais vous montrer quelques citations. Par exemple, Bolsonaro a annoncé que l'histoire que l'Amazonie est en flammes, ce sont des mensonges et il faut les combattre avec des vrais chiffres. Ça, c'est une attitude qui correspond typiquement à quelqu'un qui nie une réalité. Quand le président Macron, sur les questions de 5G, prend position, il dit « je ne crois pas au modèle Amish », il est en train de prendre une position qui est archétypique de ceux qui sont occupés à faire des choses plus importantes. Quand Greta Thunberg, aux Nations Unies, dit « comment osez-vous aux décideurs du monde », elle est en train de prendre l'attitude de ceux qui sont préoccupés et concernés. Mais vous voyez bien, je dis « prends la position de ». Je ne sais pas ce que Jair Bolsonaro, Emmanuel Macron ou Greta Thunberg ont dans la tête. Je ne sais pas, je ne sais même pas si eux-mêmes le savent. Je ne suis pas sûr moi-même de pouvoir savoir exactement où je me pose. Mais ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, dans le dialogue et dans le discours public, ces personnes ont pris des positions qui correspondent à ces archétypes-là. Et aucun des trois n'explore le cadran 2. Il y a une citation que nous avons trouvée qui correspond à celle des architectes. C'est une citation qui est attribuée à Nelson Mandela, mais il n'y a même pas d'évidence qu'il l'ait dite. Ça paraît impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Et c'est exactement tout l'enjeu, parce que personne, à part l'architecte, ne croit que le cadran 2 soit possible. Et donc, il n'est pas aidé. Donc, il doit combattre le scepticisme, les railleries et tout simplement le manque de moyens. Donc, comment faire pour opérer la transition? Eh bien, il faut identifier, soit vous êtes vous-même architecte, vous trouvez des solutions, et alors il faut aider les autres à le faire savoir, mais vous pouvez aussi aider les architectes en leur donnant le pouvoir, en leur donnant du pouvoir. Le pouvoir peut être donné tout simplement en les finançant, il peut leur être donné en les élisant, il peut leur être donné en les rendant visibles. Donc nous pouvons, nous tous, contribuer à cette transition en étant nous-mêmes architectes ou en aidant les architectes à avoir plus de pouvoir. Pourquoi je parle de pouvoir? Parce que vous voyez, si je mets tous les gens ensemble, chaque décideur représenté par un vecteur et la longueur du vecteur correspondant au pouvoir qu'a cette personne pour changer les choses, si on fait la somme de tous les vecteurs, on voit où est-ce que dans quelle direction le système Terre avance. Et vous voyez, dans ce cas-là, eh ben, il continue à rester dans le cadran 1, au risque de traverser et de tomber de traverser des frontières planétaires. C'est pas un risque que nous devrions prendre à la légère. Qu'est-ce qui se passe si dans cette société, nous mettons des architectes? Eh bien, vous voyez, si l'architecte n'est pas suffisamment puissant ou s'il n'y en a pas assez de nombreux, ça ne changera quand même pas la trajectoire. Ça ne fera que ralentir l'évolution. Donc, les enjeux, c'est non pas de continuer les choses comme on faisait jusqu'à présent, parce que ça, on sait qu'il va y avoir des conséquences négatives. Il ne s'agit pas de combattre ou de supprimer ces idées-là. Il ne s'agit pas de déléguer en espérant que d'autres le feront ou de trouver des arguties qui vont nous permettre quand même de continuer ou de prendre en défaut les textes qui sont proposés. Il ne s'agit pas tellement non plus de protester ou de manifester ou d'annoncer ou d'afficher des ambitions. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de transformer. Aujourd'hui, sur Terre,
la pyramide de la population ressemble à ça. Il y a encore des gens qui ne sont pas informés, il y a beaucoup de gens qui nient encore cela, il y a une énorme majorité de gens qui sont occupés à faire autre chose, il y a quelques préoccupés, de plus en plus, et on a très peu, trop peu d'architectes. La question que je vous invite à vous poser, c'est où est-ce que vous vous trouvez là-dedans? Est-ce que vous avez des problèmes d'information? Est-ce que vous avez des croyances qui sont différentes? Est-ce que vous avez des valeurs qui ne s'alignent pas avec cette transition? Ou alors est-ce que c'est tout simplement une absence de moyens? Et si c'est le cas, on peut réfléchir ensemble à trouver des trajectoires qui explorent ce scénario 2. Ce que je viens de vous présenter ici a aujourd'hui été accepté pour publication. Donc je suis très content de partager ceci avec vous, en sachant que ça a été une longue bataille de 2 ans pour faire passer ces idées-là. Voilà, merci à tous. Je voudrais juste conclure sur ces quelques mots. Il ne s'agit pas d'afficher des cibles que l'on va échouer à rencontrer. Il ne s'agit pas de relever de l'ambition ou de prendre des annonces. Il s'agit de prendre de faire des choix différents. Il s'agit de prendre des actions et de changer la façon dont on fait. Si je reviens à la question initiale, pourquoi est-ce que Paris brûle? Pourquoi est-ce que la planète brûle? Pourquoi est-ce que notre maison brûle? C'est à cause des choix que nous faisons tous ensemble. Comment est-ce qu'on fait pour sauver Paris? Eh bien, tout simplement en changeant ces choix-là. Et comment on fait pour changer ces choix-là? En changeant la façon dont nous prenons des décisions. Et là, ça veut dire qu'il faut réinventer le processus de décision, réinventer le processus même de dialogue démocratique. Vous voyez, on a commencé à parler de forêt et on revient sur des questions beaucoup plus fondamentales sur comment on fait pour vivre ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claude, pour votre présentation et votre propos. On va maintenant passer à la présentation des projets ANR financés dans ce cadre de ce thème forêt et société, avec 3 projets. Le premier, c'est le projet Ramsès II, qui est coordonné par Josiane Seguiri, directrice de recherche à l'IRD, qui est un projet multidisciplinaire qui s'organise autour des pratiques agroforestières en Afrique de l'Ouest. Bonjour à tous et tous, je suis Josiane Seguiri, directrice de recherche à l'IRD, et je vais vous présenter le projet LIPAGRI, qui est un ERANET multi-bailleur sur le rôle de l'agroforesterie sur l'intensification durable des petites exploitations et de la sécurité alimentaire des sociétés en Afrique de l'Ouest, que je coordonne d'ailleurs. Et donc la question de départ était, est-ce que plus d'arbres peuvent apporter plus de résilience au système et aux sociétés? Quand on voit cette photo, on fait se poser la question, avec plus de production sous les arbres. Qu'est-ce qu'un parc agroforestier en Afrique de l'Ouest? C'est un espace anthropisé. Ce sont des arbres dans les champs qui ont été non pas plantés, mais épargnés lors du défrichement, donc intégrés à l'espace consacré à l'agriculture et au pâturage, la pâture se faisant après récolte sur les résidus de culture, que ce pâturage soit des bétails sédentaires ou nomades. Et ces champs étaient en rotation avec des jachères qui permettaient la régénération des arbres et également la régénération de la fertilité. C'est également une construction historique avec, en fonction des situations, différents types de parcs, en fonction des situations agroécologiques, mais aussi économiques, sociales et démographiques. C'est donc une dynamique historique aussi multifactorielle, notamment avec les changements globaux, mais aussi l'évolution des règles de gouvernance, également l'évolution des marchés, que ce soit des marchés locaux, nationaux, internationaux, l'évolution des techniques de culture et, comme on le verra, l'urbanisation. Quels sont les services que rend un parc? Des services locaux, tout d'abord, économiques, agronomiques, environnementaux, avec notamment le bois, qui est la source d'énergie en Afrique de l'Ouest, est encore principalement le bois, mais également toute une quantité de produits forestiers non ligneux très divers, et pour l'autoconsommation, d'une part, et aussi quand il y a du surplus pour la vente, ce qui permet l'amélioration des conditions des femmes qui ont en charge notamment la sécurité alimentaire du ménage et notamment des enfants. Des services également agronomiques, on l'a vu sur la première diapo avec ce parc qui montre l'effet îlot de fertilité de certaines essences agroforestières. Et puis les arbres, de par leur système pérenne et leurs racines profondes, contribuent à maintenir le sol en place, à limiter l'érosion. Enfin, face au changement climatique, la présence d'arbres, ce sont des services environnementaux avec l'atténuation des paramètres météorologiques extrêmes. Mais c'est aussi, si on maintient des arbres, quelque part, c'est un bénéfice global. Pourquoi? Parce qu'avec la déforestation, qui est vraiment importante en Afrique de l'Ouest,
on a une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et le fait de maintenir au moins quelques essences agroforestières utiles dans les champs limite cette émission en permettant de séquestrer quand même plus de carbone que s'il n'y avait pas d'arbres. C'est donc une option très prometteuse en agroécologie. Le contexte particulier africain, il est d'abord démographique, avec une transition démographique qui n'est pas encore achevée. On voit ici que les prédictions prévoient que d'ici 2100, la population du continent africain rejoindra la population du continent asiatique. Et puis, comme vous le savez également, les conditions climatiques, avec ici un scénario pessimiste et un scénario plutôt optimiste ici. Pareil pour la pluie, scénario pessimiste, scénario optimiste, avec ce qui est prévu une augmentation de température, dans tous les cas, plus ou moins forte, sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Et pour les pluies, quelque chose de très hétérogène au niveau spatial, avec des gros risques de sécheresse importante au niveau du Sénégal et de la Mauritanie, donc toute l'ouest de l'Afrique de l'Ouest, et par contre des pluies plus importantes au niveau du Niger, du Tchad, à l'est de l'Afrique de l'Ouest, mais probablement pas favorable à l'agriculture parce que pouvant générer, sous forme d'événements extrêmes, des inondations. Une autre caractéristique de l'Afrique de l'Ouest, c'est aussi le fait que l'agriculture est extensive. Et donc, pour augmenter la production, pour nourrir l'augmentation de la population, il faut augmenter les surfaces défrichées pour mettre en culture. Et là, on voit cette équation très simple où la somme des surfaces qui ont été mises en culture entre 1991 et 2015 est mise en plantation, sous forme, par exemple, plantation de manguiers ou d'anacardiers, est à peu près équivalente à la somme des surfaces qui ont disparu en savane arbustive arborée, donc non cultivée. Et dans certains endroits, ça mène également à la dégradation de terres cultivables, mais aussi de parcours pour le bétail. L'objectif du projet est double, il est de restaurer et d'accroître les performances des parcs agroforestiers actuels, donc trouver les meilleurs compromis pour optimiser à la fois les performances écologiques, agronomiques et économiques de ces parcs, et promouvoir des pratiques agroforestières qui contribuent à la sécurité alimentaire par l'amélioration des moyens de subsistance. La durabilité étant également sociale, avec l'accompagnement de mesures législatives qui permettent de soutenir les innovations, et aussi la prise en compte de l'équité entre les acteurs sociaux, notamment les femmes, les jeunes et les migrants, qui n'ont souvent pas des droits équivalents au reste de la société. Quelle est l'hypothèse et quelle est l'approche? L'hypothèse, c'est qu'on aura une adoption maximale si on prend en compte les priorités économiques, alimentaires et sociales des parties prenantes et notamment des exploitants qui veulent bien innover. Et donc, on va mettre en place des plateformes d'innovation dans lesquelles, justement, ces villageois vont pouvoir proposer des scénarios et les conditions dans lesquelles ils seraient prêts à innover, à intensifier les pratiques agroforestières, ce qui veut dire mettre plus d'arbres dans leurs champs, mettre plus de parcs agroforestiers sur l'ensemble de leurs parcelles cultivées au niveau d'une exploitation, et donc globalement, au niveau du territoire villageois et du paysage, densifier le couvert ligneux. Les scientifiques étant là pour une compréhension qualitative, quantitative et prédictive du fonctionnement et de la dynamique des parcs. Et donc, sous forme de modélisation participative, ils permettront de simuler les scénarios proposés par les parties prenantes pour leur montrer les impacts sur les revenus et sur la production agricole associée. Et du coup, ils pourront ajuster ces scénarios pour les optimiser. C'est ça l'idée. Quels sont les sites du projet? Il s'agit de plusieurs villages le long d'un transect entre Kambouassé et Yilou au nord de Ouaga, dans un milieu sud sahélien, et un transect entre Koumbia et Dano vers Bobo-Dioulasso, dans un milieu plus soudanien. Et au Sénégal, il s'agit d'une espèce de triangle entre Thiès, Bambé et Niakhar. Avec ici, vous avez l'observatoire de Niakhar, qui est piloté par l'IRD et l'ISRA, et qui a bientôt 60 ans d'âge, qui fait des observations sur les relations entre l'homme et l'environnement et la santé. Quels sont les parcs sur lesquels on a focalisé dans ce projet? Et dans chaque pays, il s'agit de choisir un arbuste et un arbre. Au Burkina, il s'agit du karité pour l'arbre et du Pileostigma pour l'arbuste. Et au Sénégal, il s'agit du Féderbia albida, un arbre fertilisant, et du Gira sénégalensis comme arbuste. L'organisation du projet, elle est au-delà de la coordination, sous forme de 4 work packages, avec le premier qui est plus socio-économique, qui s'intéresse à l'analyse de la typologie et des facteurs de trajectoire de dynamique des parcs agroforestiers et des exploitations qui pratiquent l'agroforesterie,
de l'échelle de l'exploitation à l'échelle du paysage, en passant par le terroir villageois. Un work package qui va être plus agronomique et biophysique, qui va quantifier les services écosystémiques, notamment les services d'approvisionnement, mais pas seulement, les services de support et les services de régulation également, ainsi que leur spatialisation, de l'échelle de la parcelle échantillon à l'intérieur d'un champ, en passant par l'échelle du champ, le parc agroforestier lui-même, jusqu'au terroir villageois. Ces 2 work packages sont en cours d'achèvement actuellement, puisqu'on rentre dans la 3e année du projet. Par contre, les work packages 3 et 4 sont en cours de démarrage, puisqu'on a eu quelques retards à cause des conditions actuelles. Et donc, le work package 3 est cette plateforme participative dont je vous parlais précédemment, pour permettre de sortir les scénarios d'intensification les plus adoptables par les parties prenantes. Également, un 4e work package est constitué de regroupements des instituts de recherche nationaux du projet et des ONG du projet. Ils vont permettre de mettre en place, après le projet, en commençant pendant le projet, les scénarios qui auront été identifiés avec les innovateurs qui le voudront, et aussi le suivi et l'évaluation de leurs impacts, par le biais d'indicateurs notamment. Les premiers résultats du projet, j'ai essayé de prendre un exemple remarquable dans chacun des pays. Donc, on a ici le long du transect Kambouin-Séguilou au Burkina, comme le long d'un transect Thiès-Bambé au Sénégal. On voit qu'on a une diminution du couvert qui n'est pas cultivé, une augmentation du couvert cultivé. Ici, on ne le voit pas très bien, mais en orange, on a quand même, avec cette augmentation du cultivé, une baisse des parcs agroforestiers. Et on voit ici également que la couverture non cultivée diminue considérablement entre 1973 et 2019 entre Thiès et Bambé. Et ce qu'on voit également, c'est en rouge l'augmentation du bâti entre les 2 dates, donc 86-2018 au Burkina et 73-2019 au Sénégal. Et donc ce bâti est associé à une urbanisation très forte dans certaines régions. Cette urbanisation, elle est illustrée ici par une commune, la commune de Sakoula, qui en moins de 10 ans a vu une expansion phénoménale de son bâti urbain, comme vous pouvez le voir ici. Donc pas sans conséquence, bien évidemment, sur les systèmes agricoles et sur les parcs agroforestiers. Un deuxième principal résultat qui est remarquable, c'est la grande variabilité spatiale, parfois aussi un résultat pas très intuitif. Par exemple, ici au Sénégal, le long entre Bambé et Niarar, nous avons ici des populations humaines qui sont relativement peu denses, bien qu'au seuil de densité qui permettent le maintien des parcs agroforestiers, de l'ordre de 100 habitants au kilomètre carré, vers Niarar. Et ici, on voit avec le bâti en rouge, grande population, grande densité de population humaine, et pourtant, en vert foncé, on voit qu'il y a quand même des densités d'arbres plus élevées que vers les zones à population plus faible. Et donc, c'est une question de recherche qui est émergée de ce projet Ramsès et qui est en cours d'analyse actuellement, dans la dernière phase du projet. Quelles sont les raisons de ce résultat non intuitif? Mais également au Burkina, on a une forte variabilité spatiale, ici sur le transect Koumbia-Dano, avec peu de parcs agroforestiers ici à l'est, là où il y a beaucoup de population, et ça s'explique notamment par le fait que la cuirasse nue ici en rouge ne permet pas l'agriculture et donc est le siège d'une végétation non cultivée. Des politiques aussi qui ont fait des transferts de population de la zone est vers le centre, ici vers Guéguéré, et qui ont été accompagnés en fait de la mise en place de parcs agroforestiers relativement denses ici. Et puis vers Koumbia, on a des populations plutôt moyennes en termes de densité, où on a des parcs agroforestiers moyens à peu denses. Leur caractéristique ici vers Koumbia étant qu'ils sont souvent associés, le karité est souvent associé à des arbustes de différentes espèces. Donc une grande variabilité spatiale. Quelles sont les principales causes de ces variations, de cette hétérogénéité? Et bien souvent, en fait, des usages et des accès conflictuels à cette ressource que constitue le parc, notamment entre agriculteurs et éleveurs, entre États et autorités coutumières, entre hommes et femmes. Également une grande variabilité des situations, avec une croissance démographique qui crée une pression foncière agricole de plus en plus grande, avec des prélèvements également qui s'accroissent en termes de bois énergie, mais aussi tous les autres produits forestiers non ligneux. L'urbanisation qui conduit à des changements de moyens d'existence, notamment dans certaines zones du Sénégal en milieu sérère. On a pu constater que l'exploitation agricole en milieu rural était maintenue grâce à des revenus de travaux qui étaient faits par des migrants à la ville. Et donc, c'est le travail du migrant à la ville qui permet le maintien
de l'exploitation et non pas les travaux agricoles. Enfin, un contraste entre villages et brousses, notamment les villages qui sont marqués par des densités de fruitiers, de nimes, etc., donc un couvert ligneux très, très dense, alors que la brousse est plutôt en voie de dégradation, des sécheresses qui impactent, mais aussi l'excès d'eau pour le karité au Burkina, des modèles techniques de projets de développement qui conduisent à la généralisation de la culture alpée et à la motorisation, qui font qu'on a intérêt à couper les arbres pour laisser passer les machines, des politiques d'aménagement aussi qui contribuent avec le transfert de population, mais aussi une gestion centralisée qui s'est substituée à la gestion collective, et enfin l'histoire ethnique qui fait que les populations actuelles peuvent ne pas avoir le même rapport au parc que les populations anciennes. Malgré tout, des points positifs où on a vu plusieurs sites au Burkina comme au Sénégal à la faveur de projets qui mettaient en place des systèmes de régénération naturelle assistée. Un autre résultat remarquable, qui est plus de l'ordre du Work Package 2 cette fois, qui a été mis en place avec une technique géomatique à l'aide de drones, on a pu montrer et quantifier que la distance d'influence du Féderbia sur le rendement 2000 était de l'ordre de 18 mètres. Et ce résultat est valable pour les rendements à l'échelle du parc comme pour les litières après récolte. Ce type de résultat conduit au fait que, voilà, ici, si on a du mil en absence d'arbres, il présente des rendements beaucoup moindres, bien moindres que le mil en présence de Féderbia albida, ici avec un taux de recouvrement de l'ordre de 9,6%. Mais si on regarde par exemple la position du placette de mil par rapport à l'arbre, on voit que même en dehors de la canopée, à 2,5 fois le rayon de la canopée, on a des rendements plus élevés en présence de l'arbre. Et donc, un effet de l'arbre au-delà de sa canopée. Et quand on est sous la canopée, à la moitié du rayon, on voit qu'on a encore des rendements supérieurs. Ce résultat sur le mil est également valable avec l'arachide, mais par contre, il est différent et variable avec d'autres essences agroforestières. Ici, une association sorgho-karité, où on voit qu'on a toute une diversité de résultats, y compris un résultat inverse au précédent, où la distance à l'arbre augmente la production et le rendement du sorgho. Donc, probablement l'effet canopée du karité qui empêche la lumière d'arriver au sol et donc qui est un facteur limitant et qui implique du coup en termes d'innovation des gestions de l'arbre qui permettraient par élagage par exemple de laisser passer la lumière. La même chose pour le pilostigma associé au sorgho où on voit ici à la faveur d'une station qui a été mise en place en 2012 que quelle que soit la densité d'arbres, ici du bleu ou jaune, on a des densités différentes. Jusqu'en 2019, on a vu une baisse du rendement du sorgho. Donc, les raisons ne sont pas encore expliquées et ce sont des nouvelles questions qui ont émergé du projet de cette façon. Voilà, et pour terminer, un tableau qui permet de montrer l'ensemble des bailleurs et des institutions qui le financent et également les institutions du projet et les ONG et quelles institutions de recherche financent ces ONG qui ne sont pas financées directement. Et ici, un petit tableau qui récapitule au jour d'aujourd'hui les principales productions de ce projet. Je vous remercie. Merci beaucoup, Josiane, pour votre présentation. On va cette fois traverser l'Atlantique pour un projet qui se déroule sur un territoire également très emblématique. C'est le projet Ecoterra, qui est coordonné par Marie-Gabrielle Piketty, économiste et agronome au CIRAD. Bonjour, je suis Marie-Gabrielle Piketty, économiste au CIRAD, dans l'UMR Sciences, Savoir, Environnement et Société. J'ai coordonné le projet Ecoterra, Écoefficience et développement territorial en Amazonie brésilienne, entre 2014 et 2017. C'est un projet qui réunit plusieurs UR et UMR du CIRAD, leurs partenaires brésiliens, l'UMR ESO de l'Université du Maine et l'UMR s'adapte à l'INRA. Alors, le contexte de ce projet, ce sont les territoires post-déforestation en Amazonie brésilienne. Alors, on parle beaucoup de déforestation en Amazonie brésilienne. Donc, le Brésil a réussi à réduire drastiquement sa déforestation en Amazonie, plus précisément depuis 2006. Comme vous avez sans doute entendu parler dans les médias, et vous pouvez voir sur ce graphique qui retrace l'évolution de la déforestation à l'échelle du massif dans son ensemble, il y a une légère reprise sur ces dernières années. Maintenant, si on regarde d'un peu plus près, notamment à l'échelle des États amazoniens,
comme c'est le cas dans le graphique en dessous, on se rend compte que cette reprise, en fait, elle est concentrée essentiellement dans un État de l'Amazonie, c'est l'État du Pará. Et un travail plus fin encore a été réalisé à l'échelle des municipes au sein de cet État du Pará, qui montre que la reprise de la déforestation, en fait, est concentrée sur un nombre assez limité de territoires municipes. On les appelle les municipes, ce sont des territoires avec un niveau de gouvernance donné, mais que la très grande majeure partie des autres municipes du Pará maintient une déforestation basse sans reprise significative. Alors, nous avons choisi pour le projet Écoterrain un de ces territoires qui s'est engagé depuis 2008 dans la maîtrise de la déforestation sur l'ensemble de son territoire avec succès. Donc, c'est le municipie de Paragominas, premier municipie vert d'Amazonie brésilienne. C'est un territoire qui fait environ 20 000 km², un petit peu moins. Il y a environ 13 000 km² de forêt, donc ça fait 69% de couverture forestière en 2015. C'est un site pilote du dispositif prioritaire de recherche en partenariat du CIRAD Amazonie, et c'est toujours un site pilote aujourd'hui sur lequel ce dispositif a beaucoup investi. Et le projet Écoterrain a été un des premiers projets de recherche sur ce site. Alors, je ne vais pas présenter l'ensemble des résultats du projet Écoterrain, bien sûr. On a essayé de choisir quelques éléments en lien avec le thème de la session dans lequel cette présentation est réalisée. Donc, on a tourné un peu notre présentation sur cette question. Donc, quels enjeux forestiers subsistent dans ce type de territoire post-déforestation en Amazonie et quelles questions pour l'économie. Alors, déjà, pour commencer, donc j'ai parlé de 69% de territoires couverts en forêt. Mais bon, les travaux qui ont été menés ont permis de qualifier un peu mieux l'état de ces forêts. Alors, le graphique ici vous montre un peu la distribution des différents types de forêts selon la quantité de biomasse aérienne. Et il vous montre que voilà, la très grande majeure partie des forêts qui subsistent sur les territoires peut être considérée comme dégradée. Là, le seuil de dégradation sur ces... Alors évidemment, avec différents niveaux de dégradation, mais le seuil là qui avait été choisi pour faire la limite entre les forêts dégradées et pas dégradées, c'est de 286 tonnes par hectare. Donc, on arrive avec ces chiffres à, voilà, sur ces 69%, il y a 70% qui sont dégradés, soit par le feu, soit par la surexploitation, 10% qui sont de la forêt primaire non perturbée ou aménagée, exploitée de manière durable par un plan d'aménagement forestier, et les 20% restants étant des forêts secondaires, qui sont des forêts qui ont été déjà coupées une fois et qui ont repoussé. Alors, un travail complémentaire a permis de cartographier un peu la répartition spatiale de ces forêts selon leur niveau de dégradation sur le territoire. Donc, ça, c'est le travail qui est présenté sur cette carte. Alors, assez classiquement, pour ce genre de carte, plus c'est rouge, plus c'est dégradé, plus c'est vert, meilleur c'est en biomasse. Donc, on voit que les zones où il y a la concentration un peu de la dégradation sont aussi les zones où il y a eu beaucoup de déforestation. Donc, c'est la partie centrale et la partie orientale du municipie, alors que la partie occidentale aura aussi des questions de dégradation, bien sûr, sur quelques endroits, mais est un petit peu mieux conservée. Voilà. On avait aussi un travail complémentaire a été réalisé pour arriver à construire un indice de vulnérabilité de ces forêts à la sécheresse. Donc, ça, c'est un travail qui a été réalisé par un doctorant de l'UMR ESO à l'Université du Maine, qui montre effectivement que, bien sûr, plus les forêts sont dégradées, plus elles sont aussi vulnérables à la sécheresse. Et simultanément à ça, en fait,
l'UR Forêt et Société a elle montré de son côté que le facteur principal de dégradation des forêts qui subsiste dans ce municipio, ce sont les feux. Donc là, on voit assez facilement qu'il y a vraiment des risques un peu de mécanismes d'auto-renforcement entre dégradation et vulnérabilité, raison pour laquelle la priorité, c'est effectivement de protéger efficacement, d'arriver à protéger efficacement ces forêts contre les risques d'incendie. Alors, à quoi servent ces forêts et comment garantir leur service? C'est la question. Donc, ces forêts n'ont plus de valeur économique pour la production de bois d'œuvre, mais par contre, elles sont essentielles dans la production et la conservation d'un certain nombre de services écosystémiques. D'abord, ce sont des puits de carbone significatifs, et éviter des dégradations supplémentaires permettrait de renforcer ce rôle. Et en plus, elles permettent de conserver des services écosystémiques qui sont essentiels pour la durabilité du développement agricole dans la région. Alors, plus spécifiquement, elles ont un rôle important pour le maintien des sols, la lutte contre l'érosion, la protection des sources et des eaux de surface, ça ce sont les ripisylves, le maintien de l'habitat pour la biodiversité et un rôle important pour la régulation climatique locale. Comment garantir ces services aujourd'hui et quelles questions que ça pose? J'ai parlé de la question de la protection contre les incendies. Donc, il est nécessaire effectivement d'arriver à les protéger efficacement contre les incendies et les autres types de dégradation. Et ça nécessite des engagements individuels, mais aussi vraiment une certaine forme d'organisation collective, parce que les feux encore une fois, ne sont pas forcément volontaires et pas forcément issus de votre propre propriété. Ça, c'est les premières questions que ça pose. Une autre question qui se pose, c'est savoir est-ce qu'il y a nécessité de restaurer activement, d'investir dans la restauration active de ces forêts pour accroître la production et la conservation de services environnementaux. Et enfin, lorsque ces forêts sont très dégradées et sont localisées sur des surfaces qui sont très convoitées par l'agriculture, parce qu'elles sont favorables à l'intensification agricole, je vais en parler après, la question qui se pose, c'est est-ce qu'une déforestation définitive de ces forêts, dans ce cas-là, avec compensation bien sûr, est-elle justifiable? Et ça, à quelles conditions et avec quel suivi? Alors, le thème un peu concilier intensification et restauration, intensification agricole et restauration forestière, ce sont aussi des connaissances originales qui ont commencé à être produites par le projet Ecoterra. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler des travaux de Sophie Plassin, qui était une doctorante de l'UNIT, du CIRAD, qui a travaillé tout au long du projet Ecoterra. Donc, elle a utilisé des modèles paysagers pour montrer que les décisions d'intensification des systèmes d'élevage dans un contexte zéro déforestation, comme celui de paragominase, conduisaient à privilégier l'intensification sur les espaces, sur les zones à meilleure aptitude, soit les meilleurs sols, les plus accessibles, alors que les espaces plus marginaux étaient souvent laissés en régénération, en défend. Voilà. Alors, le recours à la mécanisation, dans les processus d'intensification, a tendance à accentuer ce phénomène parce que toutes les zones déforestées ne sont pas mécanisables et dans ce cas-là, elles sont aussi laissées à la régénération. René Pocard, Chapuis, qui est donc chercheur de l'UMR-CELMET, a complété, il a fait un travail à l'échelle de l'ensemble du municipe et montré que la mécanisation elle tend à accroître essentiellement la pression sur les forêts qui subsistent dans les zones à fort potentiel pour l'agriculture, alors que les zones les plus marginales sont souvent délaissées pour la régénération. Alors, ça a amené dans les projets qui ont suivi Ecoterra. On avait commencé dans le cadre d'Ecoterra, mais on a continué par la suite à travailler plus spécifiquement sur les questions d'aménagement du territoire nécessaires pour concilier au mieux l'intensification agricole et la restauration des paysages forestiers.
Alors, un travail de caractérisation des aptitudes à l'intensification et à la restauration a été réalisé en distinguant des zones à fort potentiel agronomique pour l'intensification agricole. Alors, ce sont les plateaux argileux ou les plaines à faible pente. Des autres zones qui sont à faible potentiel pour l'intensification agricole, mais à très fort potentiel pour la production des services écosystémiques dont j'ai parlé précédemment. Alors, ce sont les zones d'escarpement, les ravines, pardon, et le fond des vallées engorgées, et ce sont bien évidemment les ripicides. Alors, certaines zones à fort potentiel pour l'intensification agricole, aujourd'hui, sont encore couvertes de forêts, parfois à des niveaux de dégradation assez avancés. Et elles sont donc, comme je l'ai dit avant, à risque d'être convoitées et d'être déforestées. Donc, elles occupent 232 000 hectares aujourd'hui, si l'on prend un seuil de 190 tonnes par hectare pour les classer comme dégradées. Donc 232 000 hectares sur des zones à fort potentiel pour l'intensification agricole. Alors bien sûr, il faut ajouter des contraintes spatiales. Là, c'est un travail de cartographie qui est réalisé par l'équipe Forland Régénération, et les chiffres sont en cours d'estimation. Aujourd'hui, ils estiment à peu près qu'il y aurait plutôt un ordre de 60 000 hectares à peu près potentiellement convertibles. Donc maintenant, reste à savoir à quelles conditions et non seulement à quelles conditions par rapport à l'état de la forêt elle-même, mais surtout à quelles conditions de compensation sous forme de restauration dans des zones qui sont plus adaptées pour la production de services écosystémiques. Parce que simultanément, ces autres zones qui sont importantes pour la conservation et la production de services écosystémiques, comme donc les escarpements, les ravines ou les fonds de vallées engorgées, part aussi non négligeable aujourd'hui et déforestée. Et il n'y a aucune obligation de les reforester par la loi celle-là. Donc ça représente aujourd'hui 155 000 hectares. C'est la même équipe Forland qui a fait cette estimation. Voilà, donc les questions que ça pose sur la base pour terminer cette présentation, qui sous-tendent maintenant un peu les projets qui continuent sur cette zone. La première, c'est quelles règles, quelles incitations et quel suivi pour favoriser un scénario doublement gagnant d'intensification et de restauration dans les zones appropriées. La deuxième question, c'est de savoir de nouveau si la restauration passive par la mise en défense sera suffisante dans toutes les zones pour qu'il y ait vraiment une régénération naturelle suffisante pour la production de services écosystémiques. Alors la question se pose parce que le coût d'une restauration active est très élevé. Donc, du coup, ce coût supplémentaire, il a vraiment de sens pour les acteurs uniquement si la production de services écosystémiques associés permise par la restauration active est vraiment significativement et positivement affectée. Et enfin, le troisième type de question qui est posé aussi, c'est dans quelle mesure financer l'intensification agricole peut-elle permettre d'accélérer la restauration forestière et à quelles conditions. Je vous remercie. Ici, je vous ai mis quelques références bibliographiques que j'ai citées dans le cadre de cette présentation. Voilà. Merci beaucoup Marie-Gabrielle pour votre présentation. Alors maintenant, on va basculer sur la dernière présentation de cette session Forêt et Société. Et donc, il s'agit du projet Cool Tree qui est porté par Marc Sodreau, responsable de l'équipe micro-environnement et arbres à l'INRAE, et qui s'intéresse au rafraîchissement des villes. Bonjour à tous, donc, je me présente, Marc Sodreau, chercheur à l'INRAE de Clermont-Ferrand et l'ERPIAF, INRAE et UCA. Je vais vous présenter le projet NR Cool Trees, qui s'intitule « Le rafraîchissement des villes par les arbres, quantification et modélisation ». Donc, ce projet NR a été financé via l'axe 2 Villes et territoires durables, via le défi 6 Mobilité et système urbain durable. Donc, les partenaires du projet sont l'INSA de Strasbourg, le laboratoire ICUBE de Strasbourg, l'Eurométropole de Strasbourg et puis l'association Plantes et Cités d'Angers. Pourquoi on s'intéresse au rafraîchissement des villes? Tout simplement parce que les villes sont vulnérables aux vagues de chaleur, notamment via le phénomène flot de chaleur urbain.
qui est fortement lié à la structuration du paysage et la typologie des matériaux utilisés en ville, notamment tout ce qui est éléments minéraux. Alors, je vais vous expliquer ça simplement. Voilà l'exemple de la place de Jaude qui est à Clermont-Ferrand. C'est une place qui est très minérale, très ouverte. Et au cours de la journée, le soleil va venir réchauffer cette place. L'énergie va être emmagasinée par les éléments minéraux et ces éléments minéraux vont restituer l'énergie sous forme de rayonnement infrarouge la nuit. Et quand on fait des mesures justement au cours de la nuit entre la masse d'air, mesure de température de masse d'air en milieu urbain versus milieu rural, on voit qu'il y a une différence qui s'établit. Et cette différence peut atteindre 3 ou 10 degrés en fonction du régime radiatif et en fonction des villes. Alors, cette différence n'est pas anodine parce qu'on se rappelle tous de la canicule de 2003, où il y a eu une forte augmentation du nombre de décès. On a eu plus de 20 000 morts de décès. Et ces 20 000 morts sont en grande partie attribués à ces phénomènes de chaleur urbain. Donc, la problématique, c'est que cette vulnérabilité des villes va être renforcée par les changements climatiques. Comme le montre ce diagramme-là de Météo France, on va avoir, à la fin de notre siècle, une augmentation du nombre de jours de canicule, donc d'occurrence, et une augmentation de l'intensité de ces vagues de chaleur. On pourra avoir au cours d'années plus de 50 jours de canicule par an avec des températures de plus de 30 degrés. Donc c'est un problème important et donc se pose la question des leviers pour réduire ces stress thermiques au milieu urbain. Donc il n'y a pas 36 solutions, il y a des solutions sont des types préventives, donc il suffit de supprimer ou de diminuer les sources d'énergie, en faisant de l'ombrage typiquement, en faisant des rues plus étroites ou en faisant de l'ombrage artificiel. On peut aussi utiliser des matériaux qui stockent moins d'énergie, sur les sols notamment, ou sur le bâti. Et si on n'est pas capable de faire des préventifs, on peut faire du symptomatique. En gros, on va essayer de rafraîchir la masse d'air, en gros la climatiser. Ça peut passer par la mise en place de points d'eau, donc des fontaines, ou alors ça se fait dans des villes de France, métropole. Ça arrive d'arroser la chaussée pour rafraîchir le sol et rafraîchir la masse d'air. Alors c'est vrai que pour réduire ces stress thermiques, végétaliser paraît la solution idéale, notamment la mise en place des arbres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au-delà des services écosystémiques que peuvent rendre ces arbres, ils remplissent aussi 2 fonctions principales. Ils font de l'ombrage et du rafraîchissement. Alors c'est ce qui est illustré ici. Lorsqu'il y a du soleil, une grande partie du rayonnement solaire va être captée par les arbres. On a plus de 50% qui est intercepté et absorbé par les arbres. On a donc d'autant moins d'énergie qui va venir réchauffer le sol et les bâtiments urbains. Et en contrepartie, cette énergie, en fait, elle va être utilisée par les plantes pour fonctionner. Et notamment, les plantes vont transpirer. Et en transpirant, ils vont se rafraîchir. Et donc, les arbres vont constituer des éléments froids, comme on peut voir ici, là, sur un environnement qui est chaud. Donc, ils ont vraiment ces deux fonctions qui sont intéressantes pour rafraîchir l'environnement urbain. Alors, en fait, les processus sont bien connus et plutôt bien formalisés. Par exemple, on sait très bien que la densité foliaire va conditionner la capacité à intercepter la lumière d'un couvert. Donc, par exemple, plus la densité foliaire va augmenter, plus l'ombre portée au sol va être importante, et donc moins on aura d'énergie qui va venir réchauffer les surfaces. Et cette capacité d'interception, on peut la formaliser via une loi de type Beer-Lambert, donc une exponentielle des croissances. Donc tout ça, c'est connu. C'est la même chose pour la partie transpiration. Donc on sait que l'évapotranspiration est un processus qui consomme de l'énergie, parce que c'est un pouvoir rafraîchissant. En fait, on a un changement de phase qui se fait à l'échelle des feuilles. L'eau va passer de l'état liquide à l'état gazeux, et donc on va avoir un rafraîchissement. Et donc cette transpiration, on sait aussi on peut la formaliser, et on sait qu'elle dépend de la réponse physiologique des arbres. Donc les arbres ont la capacité à contrôler leur évapotranspiration, et ça dépend aussi d'un potentiel d'évaporation qui, lui, est fortement lié à la demande climatique. Donc, en fait, c'est connu. Alors pourquoi s'intéresser aux arbres urbains ? En fait, il se trouve que le levier arbre est peu ou pas quantifié en milieu urbain, tout simplement parce que les essences d'arbres urbains sont peu documentées en termes de structure et de physiologie par rapport aux essences forestières ou fruitières. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que le paysage urbain est très hétérogène, très compliqué en fait. La structure du bâti, l'architecture des arbres, la typologie des matériaux et des sols sont très hétérogènes. Et donc, ça induit des microclimats et des pédoclimats locaux qui sont très variables. Et donc, des interactions arbres et villes complexes et donc difficiles à appréhender et à étudier. Donc, c'est vraiment l'objectif du projet Cooltree, c'est aller en ce sens, essayer de
compléter ces manques de connaissances. Donc, dans un premier temps, c'est justement essayer d'aller faire une quantification du rôle de l'ombrage et de l'évaporation, donc du refroidissement général des arbres en milieu urbain, et d'essayer de modéliser ces effets locaux à l'échelle d'un quartier afin de bien prendre en compte tous ces effets locaux 3D, la forme, le type de revêtement et la forme des arbres dans un milieu urbain. Alors, le projet ANR est constitué en différents work packages, mais l'objectif ici n'est pas de rentrer en détail. Je vais juste essayer de préciser 2 points importants qui constituent un peu le cœur du projet Cooltrees. Donc, le premier, c'est qu'on a voulu vraiment avoir une base de données conséquente sur ces interactions arbre-environnement. Donc, il y a un site expérimental qui a été équipé, qui est complètement dédié à ces mesures expérimentales. Donc, c'est un site situé sur l'Eurométropole de Strasbourg. Il s'agit du jardin du palais universitaire. Donc, ce jardin est constitué d'éléments de tilleuls. Et sur ces tilleuls ont été mesurés à la fois des paramètres physiologiques et des variables météorologiques. Donc, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, toutes ces informations 3D relatives à l'environnement ont été mesurées, donc via du lidar terrestre. Donc, aussi bien les arbres qui ont été scannés en 3 dimensions que l'environnement bâtiment. L'objectif est vraiment de pouvoir resituer tous ces éléments dans une même scène. Et donc, dans le cadre du projet, on a été capable de suivre à la fois tous les flux d'énergie, donc les flux montants et descendants, la géométrie des lieux, le type de matériaux pendant 4 à 6 ans. Donc, un exemple concret de mesures qui ont pu être faites sur ce site-là, ça concerne les arbres, donc leur évapotranspiration via l'utilisation des flux de sève. Donc, les flux de sève, c'est les petites images que je vous montre ici. Là, ce sont des sondes de température qu'on vient insérer dans les troncs et qui permettent, sur des pas de temps infrahoraires, donc ici c'était toutes les 15 minutes, de mesurer le flux transpiratoire. Et donc, c'était fait sur 6 tilleuls qui sont contigus, là, comme on peut les voir sur cette photo. Et donc, en faisant ces mesures sur les 6 années, donc c'est le graphe qui est présenté ici, on voit qu'il y a une variabilité interannuelle et interindividuelle qui est importante. Et le bénéfice ou l'avantage de faire des mesures à la fois physiologiques et climatiques sur le même site, c'est qu'on est capable, en manipulant ces données, d'essayer de comprendre d'où viennent cette variabilité. Et typiquement, là, c'est un exemple. On a une relation forte entre fonctionnement foliaire, donc flux de sève, donc transpiration des arbres, et rayonnement perçu par ces arbres. On voit que la relation est assez forte. Donc, le rayonnement explique une partie de cette transpiration, de cette variabilité. On voit juste qu'il y a une année, l'année qui est en rose, c'est 2018, où la relation est moins forte, parce qu'en fait, ici, cette année-là, on avait un cofacteur, notamment un cofacteur hydrique, qui est venu se surimposer à ce facteur environnemental, climatique. Alors, c'est vraiment un point qui nous paraît important dans le projet Cooltrees, et donc l'objectif est vraiment d'aller, pour cette base de données, un partage, en fait, via l'open data. En fait, toutes ces données que l'on a acquises, que ce soit le climat, le fonctionnement, la structure du bâti, elles sont incluses dans une base de données qui est portée par l'INARA, un data server. Et l'objectif, c'est vraiment de fournir à la communauté scientifique des données propres et documentées. En gros, il faut qu'on soit capable de trouver facilement les données qui nous intéressent, par exemple des données météorologiques, que ces données soient documentées en termes de variables et de lieux de mesure, et que si jamais les personnes trouvent des données qui sont élaborées, donc qui sont issues de calculs, eh bien, il faut aussi qu'il y ait la documentation qui soit associée à ces variables élaborées. Donc ça, c'est vraiment un point fort du projet Cooltrees, mais bien sûr, en parallèle, on a aussi des publications qui sont associées à cette base de données. Donc ça, c'était le premier point qui me paraissait important à partager avec vous sur le projet Cooltrees. Le deuxième point qui est très important et qui fait partie aussi du cœur du projet, c'est la modélisation intégrée 3D. Donc en fait, dans le cadre du projet, on a recruté pendant 2 ans un CDD qui a travaillé exclusivement sur ça. Et le but, c'était vraiment de développer une modélisation juste, basée sur des principes physiques et éco-physiologiques en milieu urbain. L'idée est vraiment d'avoir un modèle qui soit un modèle de recherche, qui soit capable d'appréhender cette complexité et qui soit capable aussi d'aller vers des prédictions d'aménagement. Alors pour ce faire, on s'est basé sur 2 modèles existants. Donc le modèle LaserF, qui était porté par le partenaire eCube. Donc il y a un modèle qui est reconnu pour être pertinent pour tout ce qui est simulation des transferts thermoradiatifs entre les éléments d'un paysage urbain à l'échelle d'un quartier. Et le modèle RATP, donc qui est porté par mon laboratoire, l'UMR Piaf,
et qui est un modèle de référence pour tout ce qui est fonctionnement foliaire des arbres. Donc l'idée du projet était et on avait un cahier des charges qui était important, c'était de réécrire le modèle LASERF en intégrant les arbres, en simulant finement tous les processus physiques, que ce soit le bilan radiatif, les flux de chaleur latents et sensibles au niveau des arbres et des bâtiments, ou des nappes d'eau au sol, par exemple, qu'on soit capable de faire le transfert d'énergie dans le sol et dans le mur, donc tout ce qui est transfert thermique, qu'on prenne de façon assez précise la géométrie des éléments, qu'on soit capable de gérer facilement l'ombrage entre les bâtiments et les arbres et inversement, qu'on soit capable de gérer facilement des éléments surfaciques qui sont opaques, donc qui vont stocker toute l'énergie, versus des éléments volumiques qui sont translucides, comme les arbres. C'est un petit peu l'image que je présente ici. Vous avez un petit arbre avec des bâtiments et un sol. Et on voulait aussi que le modèle soit multiplateforme, en gros qu'il puisse tourner sur Linux, Windows, Mac, sur n'importe quel processeur, qui soit basé à partir d'un langage performant, donc ici C++, et qu'on soit capable de paralyser les calculs pour justement augmenter un petit peu les capacités de prédiction en termes d'échelle spatiale. Alors, ce modèle fonctionnel a été développé, il est en cours de validation. Et donc, dans le cadre de cette présentation, je voulais juste vous présenter une petite animation du rendu. Donc là, c'est une scène imaginaire qui a été créée ex nihilo sous Blender. Donc, pour vous montrer qu'on peut en fait créer n'importe quel aménagement. Et je vous présente à gauche ici, vous allez voir l'évolution au cours du temps du rayonnement intercepté par le et par les bâtiments et par le sol pour tout ce qui est rayonnement direct. Et à droite, vous avez la même chose pour le rayonnement diffus, donc qui vient du ciel. Alors, je lance les animations, vous pouvez voir les couleurs changer. Le soleil va monter dans le ciel, il va venir éclairer, vous allez voir les ombres se propager. Et les différentes couleurs vous montrent l'intensité du rayonnement intercepté par les surfaces du paysage. Donc, direct à gauche et diffus à droite. Donc, on a un modèle qui est fonctionnel. Et là, comme pour les données expérimentales, l'objectif est vraiment d'ouvrir ce modèle aux autres et donc de le distribuer. Donc, ce développement se fait sous le cadre d'une licence open source. Et on est aussi en cours de développement d'une interface graphique qui va permettre justement d'utiliser assez facilement ce modèle, à la fois de créer le quartier en 3D et de faire des calculs, importer des données météo, etc. Donc, pour conclure et pour aller vers des perspectives, je dirais que le projet Cool Trees nous a permis de faire des avancées assez conséquentes sur les connaissances des arbres en ville, mais aussi de proposer un cadre de modélisation des interactions entre les arbres humains et le climat. Malgré tout, on reste persuadé qu'il reste beaucoup de choses encore, beaucoup de travaux à faire et à engager sur les arbres humains, notamment au moins sur deux aspects. Dans le cadre de l'ANR Cool Trees, on s'est concentré sur une espèce, donc le tilleul, mais on n'est pas allé jusqu'à la diversité des arbres et leur diversité fonctionnelle, donc une multi-espèce. Donc je pense que c'est quelque chose qui manque énormément dans les modèles usuels que l'on peut voir dans la littérature. Donc c'est d'aller vers cette variété spatiale en termes de fonctionnement, donc de multi-espèces. Et aussi un point qu'on a très peu abordé, en tout cas pas suffisamment à mon goût, c'est la temporalité liée aux saisons, donc tout ce qui est phénologie. Ce qu'on voit bien sur le graphique de gauche, au cours de la saison de végétation, l'ombre portée par les arbres au sol va évoluer. Et idem pour la transpiration. Vous avez ici la transpiration de deux arbres au cours du temps. Au débourrement, vous avez les feuilles qui vont s'établir, donc la transpiration va monter, vous allez arriver sur un plateau, et à la sénescence, cette transpiration va diminuer. Donc vous allez avoir vraiment une temporalité des processus qui, de mon point de vue, est importante à prendre en compte. De même, il y a pas mal de choses qui restent à faire sur la partie résilience des arbres aux différents stress subis au milieu urbain. Alors, j'ai fait une liste, mais c'est certainement pas exhaustif. Il y a du stress thermique, il y a du stress hydrique, de la pollution. Les arbres sont aussi souvent soumis à des maladies ou des ravageurs. Les conduites sont parfois assez sévères, donc ça peut largement les diminuer. Et les choses qu'on ne voit pas, mais qui sont assez prégnantes en ville, c'est tout ce qui est lié au sol. Les fosses de plantation sont souvent inadaptées. Donc, il y a des problèmes de carence en eau, en minéraux, etc. Dans tous les cas, s'il fallait garder un message de cette présentation, c'est qu'il faut vraiment prendre soin de la végétation et notamment des arbres en ville si on veut qu'ils nous rendent service et qui permettent d'atténuer les îlots de chaleur urbains. Bon, je voulais vous remercier pour votre attention et je voulais, avant de finir, remercier les partenaires du projet,
donc l'INSA de Strasbourg, le laboratoire ECUBE et l'Eurométropole de Strasbourg, ainsi que l'association Plantes et Cités d'Angers. Et enfin, un remerciement à l'ANR pour avoir financé ce projet. Remercions. Merci Marc pour cette présentation. Merci à vous 5 pour ces présentations très denses, très passionnantes. On va maintenant passer à la session questions et réponses où on va vous retrouver, et notamment sous l'animation de Jean-Luc Perron, qui a longtemps dirigé le GIP Ecofort. Jean-Luc. Oui, merci Antoine et bonjour à tous. Alors effectivement, j'ai été en dernier ressort directeur du GIP Ecofort. Mes 2 principales affiliations aujourd'hui, c'est l'Académie d'agriculture de France, la section bois et forêt, et puis j'anime aussi ce qui tient lieu de conseil scientifique de l'inventaire forestier national, de conseil scientifique et technique de l'inventaire forestier national actuellement. Alors je voudrais moi aussi commencer par remercier les intervenants pour leurs excellentes présentations qui sont très claires et vivantes malgré le caractère artificiel de l'exercice d'enregistrement. Là, j'ai été vraiment très très enthousiasmé par les présentations telles qu'elles étaient faites. Je suis pas sûr que personnellement j'aurais pu faire ce même exercice. Voilà. Alors sinon, je voulais juste dire assez rapidement, avant de répondre aux questions, qui sont nombreuses, que les 2 interventions introductives, elles de Claude Garcia et Anne Stenger, donnent des visions complémentaires des relations forêt-société. Donc, Claude Garcia a insisté sur la déforestation, voire la dégradation, qui est surtout tropicale et qui consacre une perte d'arbitrage de la forêt, finalement, face aux enjeux de l'agriculture et des infrastructures, voire de l'industrie du bois s'il s'agit de la dégradation. Et puis, donc, Anne Stenger a insisté sur la valorisation de l'ensemble des services écosystémiques qui sont retirés des arbres et de la forêt dans des situations qui sont peut-être qui existent aussi en milieu tropical, mais le problème est prégnant également en milieu tempéré, donc où on a moins de menaces par d'autres activités dans la majorité des cas, disons. Alors, la présentation des 3 projets est venue nourrir cette double vision en se situant peut-être à l'interface en fait entre les 2. Donc, avec la conservation et la restauration des forêts en Amazonie par Marie-Gabrielle Piketty. Et puis, 2 aspects que je vois relativement symétriques personnellement. De l'agroforesterie qui réconcilie agriculture et arbres, donc par Josiane Seguiri, et puis de l'arbre en ville qui réconcilie les infrastructures sociales et les arbres, donc par Marc Soudreau. Et globalement, je dirais que Claude Garcia était à la recherche d'architectes pour gagner un domaine de développement conjoint de la nature et de la société, en fait, donc ce qu'il appelait le secteur 2. Et ben finalement, on a 4 réponses d'architectes peut-être qui ont été apportées. Enfin, c'est comme ça qu'on pourrait voir les choses. Voilà. Alors, je ne sais pas si les intervenants, vous avez des réactions directes, mais je propose plutôt d'entrer dans les questions. Et puis, si vous avez une réaction vous-même à l'occasion d'une réponse, vous pourrez peut-être ajouter ce mot-là. Donc, parmi les questions, alors bon, si je les prends un peu dans l'ordre dans lequel elles se présentent, là, la première est ouverte. Elle s'adressait peut-être à Claude Garcia, mais en réalité, je pense qu'elle s'adresse à tout le monde. Et c'est quelles sont les méthodes scientifiques les plus pertinentes aujourd'hui pour élaborer des scénarios robustes pour éclairer la décision publique. Donc, c'est une question assez large, mais peut-être que justement, pour commencer, Claude Garcia, pour éviter les temps morts, je propose de donner la parole à Claude Garcia, mais après, vous pourrez tous intervenir si vous avez quelque chose à dire sur la question. Merci Jean-Luc. En fait, cette question, elle est essentielle. On ne manque pas de méthodes scientifiques, robustes, pertinentes pour développer des scénarios. Il y a des panels entiers, le UPBES met l'accent là-dessus, l'IPCC travaille sur des scénarios. C'est pas ça qui manque. L'élément qui manque, c'est pas le développement du scénario. Ce qui manque, c'est que les scénarios aient un impact sur le processus de prise de décision. Et tant que nous n'arriverons pas à faire en sorte que ceux qui prennent la décision soient ceux qui construisent le scénario pour qu'en construisant le scénario, ils prennent des décisions différentes,
on n'arrivera pas à utiliser les scénarios pour faire une transformation de quoi que ce soit. Regardez, je vais prendre un exemple un peu extrême et récent, la Convention citoyenne pour le changement climatique. Ils ont fait des scénarios. Quand ils ont pris des décisions, ils ont proposé des aménagements, c'était sur la base de scénarios. Ils attendaient un impact de ces décisions. Ce n'est pas eux qui étaient aux commandes, et ben, au résultat, ça accouche d'une souris. Ce n'est pas un problème de construction de scénario, c'est d'intégration de décideurs dans la construction du scénario pour que les décideurs eux-mêmes soient transformés dans le processus. Alors, avant de laisser répondre, d'avoir d'autres réponses, j'ajoute finalement deux autres questions qui sont liées en fait à celle-ci. Justement, il y a une question d'abord qui porte sur le temps long forestier, donc la question des scénarios introduits dans le temps long forestier. Et il y a par ailleurs une autre question aussi qui justement interrogeait sur la Convention climat, mais du point de vue, j'allais dire, général de la gouvernance, en disant est-ce que 150 citoyens, c'est vraiment utile et efficace pour prendre des décisions et est-ce qu'il n'y a pas des écueils aussi à éviter là-dedans? Alors c'est une question un peu délicate, mais je pense qu'on n'est pas obligé de l'éviter non plus. Donc si vous avez des réponses, vous êtes les bienvenus. Elle était pour moi ou pour d'autres? Éventuellement, je ne sais pas. Non, Josiane voulait intervenir, non, ou pas? Bon, mettre des décideurs dans la conception de scénarios, c'est évidemment la tendance aujourd'hui. Hein. C'est ce qu'on essaye de faire, y compris dans les projets recherche-développement en Afrique de l'Ouest, hein, de plus en plus. Ce n'est pas un gage de réussite de l'adoption ou de changement des lois, parce que c'est quand même très complexe. C'est quand même très complexe au niveau social et pas forcément évident pour eux à gérer. Il y a l'ambition quelque part d'un côté, la bonne volonté, et de l'autre, il y a notamment actuellement en Afrique de l'Ouest avec les questions d'insécurité, c'est d'autant plus complexifié encore pour ce genre de décision. Hein. Donc, je minimiserai pas la complexité des facteurs pour la mise en place des scénarios qui auront été conçus, y compris avec les décideurs. Merci. Y a-t-il une autre demande de prise de réponse sur ces questions-là ou je passe à une question suivante? C'est un peu l'ensemble, moi. Pardon, j'ai pris la parole parce que… Oui, pardon. Moi, je voulais juste un peu tempérer les choses, même si je suis assez d'accord. Enfin, dire qu'il y a beaucoup de méthodes robustes avec des scénarios un peu… c'est vrai que ça s'est multiplié, mais je ne suis pas tout à fait d'accord, en tout cas sur certains sujets, qui soient finalement si robustes que ça. Je prends pour exemple les scénarios qui ont été faits sur l'évolution de la déforestation au Brésil. Personne n'avait prévu ce qui s'est passé en 2008, absolument personne, et Dieu merci. Il y a eu énormément de modèles qui ont de prévisions, etc. Donc, faut quand même, ça dépend un peu à quelle échelle on se place. Par contre, moi, de nos travaux, ce qu'on voit, c'est que si on travaille vraiment de manière complètement participative avec des décideurs de politique publique, mais à un niveau je ne parle pas du niveau national ou international, ou etc. Je parle vraiment, et là je rejoins Claude quand il dit c'est un peu comment est-ce qu'on passe vraiment du scénario à la décision. Bon, il faut quand même que les gens qui décident soient un peu partie prenante des scénarios qu'on construit aussi. Donc, moi, je pense que c'est surtout ça qui est un petit peu clé pour que ça ait ensuite un impact dans les décisions de politique publique. Et actuellement, en Amazonie, là où on continue à travailler, il y a des scénarios qui sont construits et qui vont effectivement servir à la mise en place d'une loi de microzonage quand même. Enfin, je m'avance peut-être encore un peu, mais c'est quand même en passe d'être adopté par la municipalité. Oui, donc bon, effectivement, la construction de scénarios, c'est assez compliqué. Après, il y a des méthodes de prospective qui permettent d'aider à ça, mais bon, souvent on construit des scénarios avec l'idée que c'est justement, ça va aider à la décision, mais surtout pas pour aller vers un des scénarios relativement différenciés qu'on a construit. Donc voilà, c'est tout un sujet à part entière.
Mais donc, puisqu'on a parlé des décideurs, là, moi, je me demandais si on ne pouvait pas revenir vers les scientifiques eux-mêmes en disant, bon, est-ce qu'ils sont forcément justes, les scientifiques? Est-ce qu'ils ont, entre guillemets, la vérité? Est-ce qu'ils prennent bien tous en compte les aspects du problème? Et ça, bon, ça peut remettre en cause un peu le schéma qui était néanmoins très intéressant de Claude Garcia sur les gens qui sont effectivement d'abord informés, ensuite convaincus, et puis convaincus de l'importance aussi, non seulement de la réalité, et puis ensuite prêts à agir. Mais si le premier point, l'information est très incertain, ou l'information est très incertaine, est-ce que donc le rôle du scientifique, est-ce que le modèle aussi ne peut pas être remis en compte, en cause? Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer là-dessus? J'espère, en tout cas, si je peux me permettre, que le modèle est remettable en cause à tout moment. C'est même, j'espère, le processus de progression de la science. Et bien sûr que chaque scientifique a une part d'une vérité temporaire, hein, et qui ne détient pas toute la vérité. Et que c'est bien pour ça qu'on voit une explosion, à mon sens, des projets multidisciplinaires pour que l'éléphant soit vu de tous les points de vue, et pour le faire avancer dans la même direction à partir de l'ensemble de ces points de vue, parce qu'un seul ne suffit pas. Je pense notamment à ce qu'on appelle maintenant la science de la durabilité, qui est en fait une reprise de la science multidisciplinaire, voire transdisciplinaire. Je sais pas. Oui, alors justement, il y avait une question là qui concernait aussi les aspects agroforestiers, qui portait sur les services immatériels des parcs agroforestiers, et pour savoir s'ils étaient pris en compte également dans les démarches, et est-ce qu'ils pouvaient être un levier pour la conservation et la promotion de ces pratiques agroforestières. Alors, nous partons de l'hypothèse que oui, puisque je n'ai pas encore les résultats, mais nous avons tout un volet sur et des enquêtes qui sont associées sur la notion d'attachement. Et il y a également, notamment pour certaines essences agroforestières, un lien avec la religion, enfin plutôt animiste d'ailleurs que monothéiste, et notamment par exemple le karité que tout le monde connaît dans le monde, qui sert énormément lors de cérémonies d'ongan pour qu'on s'enduit, etc. Donc il y a un lien avec aussi de ce qui est culturel et ce qui est religieux, bien évidemment. Et alors, on ne peut pas tout prendre en compte, c'est compliqué, mais on espère qu'au niveau du concept d'attachement qui intègre un certain nombre d'aspects, voilà, ce genre de choses peut bien sûr être inclus. Merci. Alors, j'ai aussi une double question pour Marc Saudreau, en fait, qui concerne les essences les plus efficaces, finalement, pour rafraîchir les villes. Et puis ensuite, sur le deuxième aspect de la question, c'est sur leur répartition spatiale, pour savoir s'il vaut mieux avoir une trame verte, en quelque sorte, ou plusieurs petits patchs séparés. Oui, en fait, c'est deux questions récurrentes et pertinentes, en fait. Pour la première question, là, sur la top essence des arbres en milieu urbain, c'est une question difficile. On n'a pas de réponse pour le moment. En fait, ce qui se passe, c'est que ce que je disais un petit peu dans ma présentation, c'est qu'on n'a pas de connaissances très fines en fait, des arbres urbains. Et toutes les actions qui sont faites actuellement, c'est sur dire d'experts. Donc, il y a des très belles fiches qui sont faites par le CAE 77, par exemple, où il y a le projet Sésame aussi, porté par le CEREMA, où l'objectif, c'est de faire un inventaire avec des fiches très précises sur les services écosystémiques en général des arbres, mais aussi leurs faiblesses. Est-ce qu'ils sont sensibles à la sécheresse? Est-ce qu'ils sont sensibles à des ravageurs? Donc la question, la top essence, à mon avis, n'existe pas. Il y a des arbres qui font beaucoup d'ombrage, donc le tilleul, par exemple le marronnier. Donc si vous voulez faire de l'ombrage, c'est ce qu'il faut comme essence. Par contre, ils ont peut-être des soucis. Le marronnier est très sensible à certains ravageurs, par exemple. Il y a des arbres qui sont plus sensibles au stress hydrique, et on sait que les milieux urbains est très, très contraignant au niveau racinaire, au niveau disponibilité en eau pour les arbres. Donc, il n'y a pas de réponse facile, à mon avis. C'est un pan de recherche qui est actuel encore, typiquement.
Je suis plutôt satisfait en fait de la réponse parce que moi-même j'avais déformé un peu la question. J'étais passé de la top essence aux essences les plus efficaces parce que ça c'est des formations professionnelles. Je pense qu'il faut arrêter de réfléchir sur la meilleure essence possible dans le cadre d'un changement climatique et avec toutes les conséquences qu'on peut avoir. Surtout pour des questions de durabilité, il faudra certainement mélanger les essences. On ne va pas prendre une essence pour couvrir une surface entière. Il faut vraiment qu'on aille vers un mélange d'essences. Oui. Même s'il y avait une essence meilleure que toutes les autres ou qu'on ait l'impression qu'elle soit meilleure que toutes les autres, je pense qu'il faudrait éviter de le dire comme ça parce qu'on a de fortes chances de se tromper dans le futur. Oui, il faut arrêter la monospécifique, Mamanville, vraiment. Oui. Après, sur la partie, bonne question sur la partie spatialisation. Oui. En fait, aussi un point de recherche, il y a des gens qui, notamment par la modélisation, ils essayent de voir quel est l'impact, en gros, si on prend la même surface, si on la constante dans un parc, ou si on dilue cette surface arborée à l'échelle d'une ville, quel est l'impact en termes de régulation thermique. Alors la question n'est pas tranchée, mais c'est un point de recherche, vraiment. Ouais. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les effets ombrage versus transpiration sont différents. En ombrage, c'est un effet très local. Donc, si vous mettez un arbre, il va en faire un ombrage local, donc l'efficacité va être immédiate et très locale, alors que la partie évapotranspiration, c'est des effets de masse d'air, de diffusion par le vent, typiquement. Donc, l'échelle de rayonnement est beaucoup plus large. Donc, en fonction des processus que vous voulez privilégier, il y a certainement, soit on va vers des grandes échelles, soit des échelles plus locales. Mais c'est une question de recherche actuellement. Il y a plein de publications qui sortent là-dessus. Oui, ensuite, il y a aussi une petite différence, je pense, en matière de biodiversité, puisque la trame va jouer un autre rôle vis-à-vis de la biodiversité que des patchs isolés. Complètement. Et puis, un des problèmes des trames vertes, c'est la partie dispersion vecteur, en gros, de nuisibles ou de maladies. Souvent, il y a des études aussi qui montrent que quand on fait des trames vertes qui relient des aéroports avec le centre-ville, c'est un couloir pour tout ce qui est de vecteurs de maladies, typiquement. Donc, il faut faire attention. Voilà. Donc, du coup, on revient aussi aux questions initiales, c'est qu'une vision pluridisciplinaire des choses est très importante, parce qu'il y a certainement des aspects qu'on peut oublier. Moi, je suis écophysiologiste, donc je connais plutôt les arbres, mais il y a certainement des aspects autres que je ne connais pas, et donc d'où l'intérêt de faire des projets multidisciplinaires. Alors, je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps de questions, mais il y en avait d'autres, peut-être pour que je pourrais adresser à Anne, peut-être une sur la compensation finalement qui a été abordée dans le domaine tropical, mais on peut la poser tout aussi bien dans le domaine tempéré aussi, c'est-à-dire est-ce que compenser une déforestation par un reboisement ailleurs, c'est légitime, possible, à quelles conditions, quelles précautions prendre du point de vue de la valorisation des services écosystémiques, par exemple. Je ne sais pas, Anne, est-ce que tu as une idée pour sur cette question-là? Alors, ça peut être effectivement la compensation un outil valable à mettre en place pour valoriser, mais je pense que là où il faut vraiment appuyer aujourd'hui les projets, les actes, les décisions, c'est vraiment aller vers des prises de conscience. Alors, en reprenant la première question, prise de conscience, effectivement, en associant les parties prenantes dès le début du projet, et c'est ce qu'on essaye de faire dans le projet Nobel que j'ai rapidement évoqué durant la présentation. On essaye de le faire à propos de cette valorisation des services écosystémiques. On l'a fait, on le continue à le faire dès le début du programme jusqu'à la fin, avec l'élaboration justement de scénarios complexes parfois, mais pour lesquels on prend du temps à expliquer à l'ensemble des parties prenantes que l'on a pu rassembler comment on y est arrivé et surtout à accepter à collecter leur adhésion à l'élaboration même de ces scénarios. Parce que s'il n'y a pas adhésion à ces scénarios, effectivement, on n'arrivera pas à en faire des architectes. Et le deuxième point dans cette question, c'est la question des incitations à mettre en place sur le long terme. Sur le court terme, on peut dire qu'on peut arriver à un effet, effectivement, attendu, mais à partir du moment où ces incitations s'arrêtent, où ces programmes s'arrêtent, on peut arriver à des situations catastrophiques, pires que la situation initiale observée. Donc, là où il est vraiment important de réfléchir, c'est d'accompagner l'ensemble des citoyens que nous sommes tous, d'ailleurs,
à la mise en œuvre d'actes, d'actions pro-environnementales tout au long de notre chemin, de notre vie. Et pour cela, on n'a pas forcément besoin d'incitation monétaire. Donc, l'économie comportementale et l'économie expérimentale tentent à envahir maintenant les exercices de valorisation et à nous accompagner d'une manière un peu plus soft, je dirais sans valeur monétaire, et nous prouve, dans tous ces exercices d'économie expérimentale, nous prouve qu'il est possible d'aboutir, alors peut-être pas des architectes tout de suite, mais d'aboutir à des résultats intéressants en termes de conservation. Merci. Donc là, je pense que le temps tourne et je pense qu'il faut qu'on s'arrête très prochainement. Donc je voudrais juste faire, si vous en êtes d'accord, de dire 2 mots de conclusion là. Donc j'ai entendu au cours de cette session que pour gérer la forêt, il fallait commencer par gérer l'espèce humaine. En fait, je pense que Claude Garcia l'avait dit. Je pense qu'une citation d'André Corvol dans la présentation d'Anne Stenger correspondait aussi un petit peu à ça. Donc ça donne toute une idée de l'importance de notre session, hein. En fait, forêt et société, on ne peut pas gérer la forêt sans s'occuper de la société. Alors en fait, la forêt, effectivement, elle procure une multitude de services, hein, dont chacun d'entre nous n'embrasse qu'une infime fraction la plupart du temps, ce qui conduit à des demandes partiellement exclusives, en fait, d'autres attentes. Certains ne voient dans la forêt qu'une réserve foncière, qu'une mine de bois, qu'un territoire de chasse, qu'un stock de carbone, qu'une réserve de biodiversité, qu'un espace de loisirs. Donc chacun est bien dans son rôle, mais il oublie souvent tous les autres et c'est ce qui crée des situations souvent de conflits. Enfin, nous sommes souvent au centre de certaines controverses, de débats, etc. Alors, en fait, entre la forêt et la société, il y a des décideurs privés, et puis il y a des décideurs publics qui essaient de réconcilier, en fait, les services disponibles et qui sont souvent en bouquet, donc comme cela a été dit, et puis des attentes qui s'expriment parfois sur un ou l'autre de ces services. Et donc, pour résoudre les conflits et faciliter la recherche de solutions, eh ben, c'est via des politiques publiques et de la gouvernance locale. Mais des recherches sont pour ça indispensables. Je voulais terminer par ça. Donc, elle s'adresse à une grande complexité en service spatial, temporel. Ça se heurte à de grosses lacunes de la connaissance. C'est pour ça qu'on fait des valorisations de services écosystémiques. Elles sont clairement interdisciplinaires ou pluridisciplinaires, dites-le comme vous voulez. Elles doivent se concevoir dans un cadre holistique, prenant en compte non seulement la forêt dans son intégralité, mais aussi dans ses relations avec l'agriculture, la ville, etc. Donc ça mêle souvent biodiversité, bioéconomie, gestion des risques. Et donc, pour moi, c'est pour ça qu'il est important d'avoir des programmes de recherche en fait dédiés à la forêt, qui n'excluent pas encore une fois les interactions avec d'autres secteurs, mais qui aillent au-delà de programmes qui seraient purement axés sur la biodiversité ou purement sur le changement climatique ou purement sur la gestion des risques, par exemple. Il faut en fait pouvoir traiter tous ces aspects-là d'une seule fois, et exactement de la même façon qu'au niveau politique, il faut pouvoir prendre en compte les questions forestières sous une forme très large et envisager chaque décision sous un angle multicritère pour se poser la question de savoir si c'est bon du point de vue du développement durable, des objectifs de développement durable, des indicateurs de gestion durable des forêts ou des critères de gestion durable des forêts. Voilà, donc merci encore une fois à tous les intervenants, aux participants qui ont posé des questions et évidemment aux organisateurs de la session. J'espère que nous sommes restés à peu près dans le temps et je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Luc. Bon, on a dépassé un petit peu, mais ce n'est pas un souci. En tout cas, cette dernière séquence de questions termine notre journée. Aujourd'hui, on a exploré
2 des 4 sessions qui étaient prévues. En fait, on a exploré les 2 sessions les plus lointaines en termes d'échelle, puisqu'on est rentré quasiment au niveau microscopique sur la session bois, et puis qu'on est passé à la société. Je remercie tous les intervenants, évidemment, les animateurs, les porteurs de projets, vous les participants. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous.